Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité sur les sphères des comics et des adaptations. Au cours de cette émission, vous allez être mis au courant de tout ce qui s'est passé de croustillant dans l'actualité de la bande dessinée américaine et de ses dérivés. Et bien entendu, cette émission se fera en compagnie d'un certain Corentin. Hey, ça va Arnaud ? Ça va très bien, merci. Pourquoi les gens écoutent ces podcasts ? Les gens écoutent ces podcasts pour la qualité de l'analyse et du débrief de l'information, pour le générique endiablé avec ses notes de saxophone qui réveillerait même un mort, et aussi pour les touches d'humour qui ponctuent ce podcast de façon ponctuelle et très très appréciée selon un sondage IFOP conduit la semaine dernière. Corentin, on va commencer tout de suite le débrief de l'actualité comics. Est-ce que tu sens que je fais exprès d'avoir une voix super grave aujourd'hui ? Je sens que t'as pas beaucoup dormi. Voilà, effectivement, tout ça c'est la voix de la fatigue, mais on va juste faire un tout petit point. Alors c'est juste une petite annonce, il y a pas à débriefer là-dessus, pour dire que au début de je suis désolé, on dirait Macron, c'est dans le speech où il avait une voix hyper virile. Oui, c'est ça. Je suis. Nous allons augmenter la vaccination. Nous allons supprimer le chômage et les cotisations sociales parce que j'emmerde les pauvres. Voilà. Allez, du coup, juste pour dire qu'il y a une dédicace des frères Roy et Inaki Miranda en février 2022. Donc, ce sont l'auteur et l'artiste de la mini-série, enfin de la série We Live, dont on vous a déjà parlé puisqu'elle a été annoncée par 404 Comics. Donc, si vous habitez à Paris ou à Lyon les 4 et 5 février prochains, eh bien réservez-vous un créneau pour aller vous faire dédicacer cette bande dessinée qui est super cool, dont on va un petit peu reparler d'ailleurs dans la suite du podcast pour une autre actualité. Et puis on espère que cette venue sur Paris sera peut-être, je ne sais pas, l'occasion de faire un Super Friends par exemple. Ce genre de choses là, parfois ça se fait, parfois on est fou comme ça et parfois on prend nos micros, on va chez les gens et on leur met sous le nez, on dit parle. Dis-moi. Vrai, mais pas que pour les artistes de comics. Hein. C'est vrai. Des fois, dans les soirées, pour les anniversaires. Tout à fait, ouais, effectivement. C'est vrai. C'est ce genre de choses qui se font. Animer votre anniversaire avec des podcasts. C'est ça. First Print, il y a des tarifs. Voilà, vous pouvez les retrouver sur notre site. On fait des animations, des anniversaires, des soirées, des booms et des bar mitzvahs. Allez, Corentin, trêve de bavardage. Oui. Enfin, de digression surtout. Dans les comics là c'est pas la folie hein. Ça sent qu'on est fatigué là ça se sent sûrement un petit peu, je ne sais pas, mais en tout cas il se passe des choses, c'est pas ouf. D'ailleurs on vous avait fait un petit point récap un peu de l'état de santé du comics en cette fin d'année avec Xavier Gilbert, donc n'hésitez pas à l'écouter si vous avez le temps, et j'espère que vous l'aurez. Mais grosso modo les prix des comics vont augmenter l'année prochaine. C'était couru d'avance un petit peu, on avait déjà fait un point d'ailleurs avec aussi Sullivan Rouault pour évoquer la question de combien ça coûte de faire un album de comics indé en France, et cette émission c'était conclu avec une discussion un petit peu sur la pénurie des papiers, des matières premières dans le milieu, enfin dans le monde, et qui a un impact forcément dans le milieu de l'édition, et la façon dont ça allait forcément se répercuter sur le prix de vente des comics, puisque les éditeurs ont vu parfois des matières premières doubler voire tripler de prix. Il y a aussi des difficultés à s'approvisionner. Donc grosso modo, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers jours ? Panini Comics a fait un communiqué officiel pour annoncer donc une augmentation des prix qui grosso modo est de 1 euro en général sur la plupart de leur collection. Elle est un peu plus importante, enfin pas forcément plus importante, mais un peu plus perceptible en fait sur les formats, sur les albums à petit prix, qui justement bénéficient un peu moins de cet effet d'appel à partir du 1er janvier prochain. Ils ont aussi revu la gamme de leur collection omnibus, donc là un peu plus ardu, puisque les omnibus les plus gros qui coûtaient 90 euros passent à 100 balles directement. Donc c'est vrai que ça fait toujours un petit peu mal. Disons que l'avantage des omnibus en VF, c'était que c'était toujours quand même vachement moins cher que les omnibus VO, qui, si tu les achètes au prix neuf, sont généralement à 120-150 $. Donc après, c'est vrai qu'avec la conversion, et quand tu passais par Amazon, Bookset Delivery, ce genre de site-là, tu pouvais les avoir à très très moins cher. Moi, je sais que ma collection d'omnibus, je l'ai fait parce que j'ai clairement truandé en profitant de l'absence de loi Lang sur les sites ricains. Mais donc voilà, c'est une augmentation substantielle. Du côté de Delcourt aussi,
Il y a une augmentation qui est prévue donc pour l'ensemble du groupe d'Alsol, donc ça va toucher absolument tout le groupe. Alors techniquement, ils n'ont pas fait d'annonce officielle, mais de mon côté, j'ai pu mettre la main sur des documents de travail, tout simplement, vu mes petits liens avec pas mal de structures donc du milieu de l'édition. Et alors vraiment pour être transparent dans la façon de faire, je les ai eux-mêmes contactés pour savoir s'ils voulaient communiquer dessus avant, pour pas non plus donner l'impression de faire fuiter un truc super grave. Mais de toute façon, si c'est une augmentation qui arrivera aussi au 1er janvier 2022. Donc, même s'ils communiquent pas dessus, et a priori, c'est pas forcément ce qu'ils ont l'intention de faire. Ça va, enfin voilà, c'est au 1er janvier, les gens vont bien s'apercevoir que les prix de la BD auront augmenté. Donc, le truc un petit peu vicieux, par contre, avec Delcourt et comme beaucoup d'autres éditeurs qui utilisent des codes éditeurs, c'est qu'en faisant changer le prix qui est relié donc à un code éditeur, c'est-à-dire chez Urban c'est UB puis un chiffre, chez Delcourt c'est Del puis un autre chiffre, en fait ça devient rétroactif sur les albums qui sont sortis avant le 1er janvier 2022. Donc ça veut dire que voilà, s'il y a des titres qui vous intéressent encore à l'actuel, il vaudra mieux essayer de se dépêcher avant que les prix n'augmentent, d'autant plus que l'augmentation est un peu plus sévère chez Delcourt. C'est ouais, bah oui, bien sûr. Attends, en fait, c'est une technique qui permet, parce que si le prix, avec la loi Lang notamment, si le prix est imprimé directement sur le bouquin, tu peux pas le changer, en fait, tu peux pas le dire ça augmente. Ouais. Par contre, si c'est un code éditeur, en fait, il y a juste un code éditeur et associé une valeur de prix TTC, et ça, par contre, vu que le prix a changé, ça peut être rétroactif parce que tu n'as pas besoin de réimprimer le bouquin puisque c'est pas un prix qui a été mis dessus mais un code éditeur. Mais chez Urban, il n'y a pas écrit une valeur faciale de prix Non, il y a marqué aussi. C'est des codes, c'est des codes éditeurs. C'est marqué. Sûr déjà lu un 28, un 35. Non, c'est marqué UB25, UB30, UB15, ce genre de choses là. C'est pour ça que. Ouais. Non, mais le code éditeur, ça permet d'avoir ce genre d'opération. Alors c'est peut-être d'un point de vue logistique un peu plus simple, mais effectivement, c'est pas forcément fair pour les lecteurs, surtout pour les albums qui sont sortis avant techniquement. Parce que notamment dans ce cas-là, en fait, le problème c'est que quand tu dis c'est à cause de la crise, de la pénurie et tout ça, tu dis oui, mais les albums que vous avez sortis il y a 2 ans qui ont le même code éditeur, voilà, c'est ça. Techniquement, n'ont pas été impactés, donc j'avoue que ça c'est un petit peu chaud, et surtout que chez Delcourt, en tout cas, moi les tarifs que j'ai vus, que je me suis permis de publier, c'est que parfois ça va jusqu'à plus de 2 euros en fait, notamment pour certains ouvrages comme les intégrales qui étaient à 29,95, elles passent à 31,95, donc ça prend plus de balles dans les dents, donc c'est pas très drôle. Et du côté de Bliss Edition aussi, donc ça c'est l'éditeur qui nous l'a confirmé directement quand ils ont annoncé leur programme, dont on va reparler juste après. Il y aura aussi 1 euro appliqué là-dessus. Donc après, si tu suis les éditions Bliss, vraiment le catalogue Valiant, c'est je sais pas, c'est une dizaine d'albums par an, donc techniquement ça te fait un plus 10 euros sur la facture de la fin d'année, donc c'est pas non plus très ça va, c'est pas trop grave, on va dire, c'est pas trop important. Par contre, c'est sûr que si tu suis beaucoup de Marvel ou tous les indés de chez Delcourt, vu que là c'est plus 10 albums par mois, ça va quand même faire un peu plus mal au porte-monnaie. Donc toujours on vous invitera et c'est ce qu'on fait avec First Print en général, hein, c'est un peu une sélection en fait. On essaie de vous indiquer quels sont les comics les plus quali à lire, ceux qui méritent vraiment votre intérêt, puis on vous rappellera que c'est important de soutenir les éditeurs indépendants par rapport aux gros groupes. Ça veut pas dire qu'il faut pas acheter de comics chez les gros groupes non plus, parce qu'ils ont aussi des comics de qualité, mais c'est mieux d'aller justement préférer ceux-là plutôt que les croutonneries de certains auteurs ou les titres mainstream qui sont pas très intéressants par rapport à d'autres. Corentin, un feedback là-dessus? En feedback, qu'est-ce que tu veux que je dise? Quand les prix montent, c'est nul. Ouais. Ça, je pense que c'est une position assez avant-gardiste, quelque part. Moi, j'ai pas peur d'aller dans les vrais sujets. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est évidemment, pour commencer, c'est pas leur faute à tous, et c'est pour ça que tout le marché s'aligne sur la hausse des prix. C'est qu'effectivement, il y a cette pénurie de papier, il y a une évolution naturelle vers la survie, entre guillemets, pour essayer de continuer à gagner le premier euro symbolique ou le premier centime symbolique qui permet à la boîte de ne pas être totalement déficitaire à la fin de l'année, même si beaucoup de boîtes de comics marchent sur des modèles déficitaires à terme. Comment dire ? Moi, déjà, je me pose la question de est-ce que cette évolution des prix sera maintenue une fois que la pénurie de papier sera passée ? Non, on n'a jamais vu ça, en fait. Je crois pas. Par exemple, ça me pose un problème. De mémoire d'homme, je crois. Mais après, le truc, c'est que techniquement, cette crise, tu vois, le truc, ce qui est un peu chiant là-dessus, c'est que on en parle, on sait qu'elle est là, mais concrètement, tu vois, vu qu'on n'est pas dans ces boîtes et qu'on n'a pas du coup les devis des imprimeurs ou des fabricants, enfin des prestataires, on sait pas en fait à quel point vraiment l'impact il est fort, et surtout aucune idée de combien de temps ça va durer, parce qu'effectivement on espère tous que ça va durer qu'un certain temps et qu'effectivement ça pourrait être que temporaire, mais t'imagines, je sais pas, enfin
je trouve que là, les 2 dernières années nous ont montré que quand les choses vont mal, elles ont tendance à continuer d'aller assez mal en général, qu'il n'y a pas vraiment de méga amélioration possible. Et j'ai envie de dire, est-ce que cette crise-là, est-ce que ça va s'installer pour 1 an, 2 ans, plus, moins, je sais pas, mais je suis vraiment pas. C'est pour ça que je suis vraiment pas persuadé de toute façon d'un retour en arrière. Le bois, ça pousse sur les arbres, j'allais dire, oui, effectivement. Franchement, t'as des takes de ouf, quoi. Tu vois, c'est temps à pousser, tu vois. Non, mais en fait, il n'y a pas d'analyse particulièrement profonde à pousser là-dessus, en dehors effectivement d'un constat pessimiste, qui est qu'il y a déjà peu de lecteurs de comics en France, proportionnellement à des gens qui lisent du manga, où là, pour le coup, la courbe est exponentielle, ou au franco-belge, où il y a un public fidèle qui est encore là. D'ailleurs, techniquement, les mangas aussi augmentent de prix, alors que justement, ce qui avait un peu marqué, parce que justement le secteur se portait bien, mais en fait, c'est parce qu'il y a des après, c'est souvent moins des défis derrière, même, quoi. Tu vois, c'est 70 centimes, je crois, pour la valeur faciale. C'est quand même 1 euro quand même. 6,90 qui passe à 7,50, je crois, j'avais lu un article de l'achat. Ouais, mais parce qu'il y a aussi le prix il y a un prix symbolique aussi sur le manga par rapport à la valeur que chacun lui accorde. Oui, bien sûr, mais déjà, voilà, le problème, c'est que pour un manga, pas pour le prix d'un comics, t'as souvent plusieurs mangas, et que le fait est que beaucoup de gens commencent à se désintéresser un peu du format parce qu'il est trop cher. C'est un des problèmes qu'on aborde nous régulièrement. Le comics, c'est cher par rapport à plein d'autres genre de BD. Alors après, le rapport prix-page reste supérieur reste plus intéressant qu'un album de franco-belge en 48 pages. C'est marrant que tu dis ça parce que Xavier, du coup, Gilbert est pas du tout d'accord avec cette question du prix. C'est un sujet sur lequel c'est pas juste c'est un des facteurs, mais c'est pas forcément. C'est encore une fois une hot take très puissante. Si les comics étaient moins chers, les gens en achèteraient plus, je pense sincèrement. Regarde, pour le printemps des comics, les offres des comics. Ouais, bien sûr, mais écoutez, quand au sommet du top GFK, ça reste à moins de 10 euros. Tout à fait, mais écoutez le podcast avec Xavier, du coup. Mais c'est multifactoriel, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, je pense sincèrement que plus les prix vont augmenter, plus les fans de comics qui sont déjà un public sur lequel on tire beaucoup, je veux dire, on demande beaucoup, beaucoup d'argent aux fans de comics pour rester passionnés. Et Panini, particulièrement depuis quelques années, propose une évolution qui ne fait que grimper. Et on voit que les gens commencent un peu à tirer la gueule. Et c'est juste une réalité. Enfin, je veux dire, il suffit pas de dire grosso modo que non, les deux données sont décorrélées. Moi, je vois vraiment un danger au fait qu'on n'arrive pas déjà à accroître le parc actuel de consommateurs. C'est autre chose. Et que l'augmentation des prix ne va pas faciliter la perméabilité du format, quoi. Donc, ça m'inquiète vraiment. Pour moi, justement, il faudrait aller dans l'autre sens. Après, effectivement, c'est pas en leur pouvoir de dire allez, maintenant on met tous les comics à 10 euros. Mais il faudrait aller dans l'autre sens, parce que c'est ce qui a commencé à être amorcé. Là, on parlait récemment de Spider-Man Onde de Choc qui était en format découverte à 10,95. Ouais, après tu vois, c'est une collection, c'est Marvel Next Gen, ça reste un plus jeune public et ils le font systématiquement parce que c'est du souple aussi. Tu vois, les premières années d'Urban, t'avais aussi le premier tome à 10 euros pour plein de séries indé pour essayer d'aider à les lancer et tout. Là, on est quand même sur une période où ça nous paraît assez lointain tout ça. Et le fait est que voilà, moi j'ai peur en fait, plus que de les blâmer eux, parce qu'encore une fois, c'est pas eux qui décident de la crise du papier. On voit qu'il y a un gâchis monumental qui est fait à tous les niveaux dans notre société par rapport au papier, par rapport au e-commerce qui consomme beaucoup de carton, au stock que fait Amazon sur le bois, qui du coup capte une partie de la valeur qui est créée en bois chaque année pour leur stock à eux, parce que c'est une boîte qui consomme énormément de carton. Mais je te dis, j'ai pas d'analyse autre que pour moi, il y avait un vrai danger à considérer que le lecteur de comics, on peut l'essorer, qui va jamais se plaindre parce qu'il y a des alternatives, comme tu l'as dit. Voilà, il y a des offres hors retail classique, il y a un marché de l'occasion qui existe aussi. Je suis désolé de le rappeler, mais il y a aussi du piratage chez les lecteurs de comics. Et à mon avis, il n'y a pas trop en VF en fait. En VF, non, évidemment, c'est plus compliqué d'accès, mais même voilà, la barrière de la langue ce sera pas forcément un obstacle à terme si on demande à tout le monde de payer 40 euros pour une maxi-série de 12 numéros, tu vois. Enfin, ça me paraît quand même super cher. C'est très bien. Le problème, c'est que nous, on vend toujours la qualité de ces BD. On voit que l'offre n'a jamais été aussi intéressante en comics en France. D'ailleurs, on va détailler des catalogues là dans 5 minutes. On voit qu'il y a vraiment plein de BD super cool en indé, en mainstream et tout. Tout est plutôt à peu près bien en ce moment. Mais putain, ça coûte super cher, quoi. Imagine un ado qui n'a que son argent de poche. Qui veut s'intéresser au BD parce qu'il a vu les films, parce que ses potes lui en parlent. Il fait comme moi, frère, il va à la médiathèque. Hein. Ouais. Moi, c'est ce que j'ai. Toute mon adolescence, moi, j'étais en médiathèque, j'étais pas dans les Fnac. Oui, mais bon, ça à un moment donné, tu veux quand même convertir ça en achat, tu vois. Je t'avoue. Franchement, moi, mon adolescence, j'ai jamais eu envie de posséder, quoi. Enfin, pas comme aujourd'hui. Enfin, pas comme quand j'ai commencé à avoir justement mon salaire et mon pouvoir d'achat. Mais c'est quand même pas les médiathèques qui vont faire la fortune d'Urban Comics ou de Panini. Tu vois. Ah non, mais par contre, elles peuvent quand même créer les lecteurs de demain.
Et ça, c'est différent. Et sur c'est du moyen, non, mais sur du moyen long terme, c'est ça aussi qu'il faut viser. Il faut que, justement, que ces médiathèques soient, et il y en a, enfin, en tout cas, là où j'étais à Strasbourg ou même dans mon village d'enfance, il y avait une offre en comics. J'ai lu Sin City, j'ai lu Walking Dead, j'ai lu plein de Marvel et DC. Il y avait quelque chose. Mais ça, à la limite, c'est un pari qui est assez utopiste. Quand même, je veux dire, il y a aussi des mangas en médiathèque et la culture manga est plus présente. Donc, moi, si tu veux, dans l'idée de créer des ponts ou d'essayer de rendre l'accès plus facile, voilà, parce que là, on sait qu'il y a des titres qui vont probablement devoir sauter. Il y a des projets qui vont être plus risqués, à cause de la crise, entre guillemets. C'est peut-être plus dans la création, je dirais, que dans les achats de droits, forcément. Un peu plus risqué, c'est ce que Sullivan évoquait dans ton podcast avec lui. Voilà, moi, ça me préoccupe. Je n'ai pas de solution, sinon je serais pas assis là à en parler, je serais chez un éditeur avant monnayer mes services. Mais à mon avis, à part le numérique, encore une fois, je suis désolé de revenir là-dessus, je sais, les gens ne lisent pas en numérique, les gens ont peur du numérique, gna 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 gna. En vérité, il n'y a pas la même empreinte carbone sur le numérique que sur l'impression et la création de BD. Et accessoirement, pardon, mais il n'y a pas de problématique papier. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a des problématiques batterie au lithium sur des tablettes que tu utilises pour lire. Quoi. Oui, non, ça c'est encore autre chose. Non, mais attends, il y a des gisements de lithium en Europe occidentale aussi. C'est nous qui faisons le choix de les acheter à des dictateurs. Non, mais au-delà de ça, je parle juste que c'est un coût quand même. Le matériel électronique a quand même une impact écologique. Sûr, évidemment, mais bon, tu ne sers pas ta tablette que pour lire des BD. Alors, tu vois, moi, les mecs servent pour travailler. Il y a toi aussi. Ah oui, tu fais rien d'autre à ta tablette. Ah non. Hein. Tu joues pas genre à Candy Crush? Non, je joue plus sur mobile. Tu joues pas à Temple Run 4, 5? Non, j'ai plus le temps de ça. Non mais bref, voilà, ça pour dire simplement que c'est une loi économique. Quand les prix montent, les consommateurs baissent. Voilà, quand le prix est supérieur à l'offre en plus et qu'il y a tellement d'offres sur le marché, bah c'est effectivement préoccupant. Et on est donc préoccupé, Corentin, mais à côté, pour contrebalancer le karma, eh bien, on est aussi enthousiaste sur des titres qui arrivent l'année prochaine. Donc, on va un petit peu faire le débrief sur certaines choses qui ont été annoncées. Donc, on revient à Urban, enfin, non, on revient pas parce qu'on les a pas encore abordés. Urban Comics qui sort notamment The Paybacks de Donny Cates. Oui. Et Geoff Shaw. Oui, tout à fait. C'est vrai, ça, Arnaud Kikou. Oui, donc The Paybacks, qui est une série qui se base dans un monde de super-héros parodiques, comme on a déjà vu beaucoup, dans lequel les super-héros, pour pouvoir habiller un petit peu leur Batcave et se payer des Batmobiles, empruntent de l'argent. Et une fois qu'ils ne peuvent plus payer, on leur envoie des recouvreurs de dettes qui vont se charger de leur péter la gueule, de récupérer leur matos et de les recruter, puisque pour finir de payer leurs dettes, ils vont participer à l'équipe des Paybacks et continuer comme ça à entretenir le cycle du capitalisme. Donc voilà, deux séries en 4 numéros, relativement sympathiques. C'est pas du grand Donny Cates, mais on voit que Urban continue d'accompagner les créations qu'il a fait en dehors de son travail chez Marvel, puisqu'ils avaient déjà God Country et The Ghost Fleet. Ça, The Ghost Fleet avec Daniel Bryan Johnson. Tout à fait, ouais. Voilà, qui à mon sens sont plus intéressants que The Paybacks, mais enfin voilà, je pense que c'est cool de voir que Cates prend, et que c'est un nom d'auteur maintenant qu'on considère vraiment comme pas juste un scénariste de Marvel, ce qui n'a jamais été, il a toujours été plus que ça, mais en France c'est grâce à Venom et bientôt grâce à Thor et Hulk qu'il s'est fait connaître. Thor c'est déjà publié. Hein. Oui, mais je veux dire que c'est pas encore aussi identifié Donny Cates que Venom, qui est quand même son run séminal, comme on dit aux États-Unis. Donc oui, très bien. Et il y a d'autres annonces Donny Cates Non, mais moi je pense que ça veut dire qu'il y a, je sais pas, je dirais, ce serait un crossover, je sais pas, ce genre de choses-là qui pourrait arriver, ça pourrait être pas mal. Qui est beaucoup mieux d'ailleurs. Non, qui est beaucoup mieux demain. Bon, on en reparlera si c'est bien confirmé, mais connaissant la stratégie de l'éditeur, ça me paraîtrait pas surprenant que s'il y a un Donny Cates qui arrive, c'est qu'il y en a un autre aussi qui doit venir. Autre nouvelle aussi, c'est la réédition de Descender de Jeff Lemire et Dustin Nguyen à un grand format en fait, donc c'est le format Urban qui a été inauguré cette année avec justement Decorum, avec Le Dernier des Dieux, mais aussi avec la réédition en intégrale de East of West. Donc grosso modo c'est un peu c'est le même principe qui va être pris avec une intégrale qui reprendra les 3 premiers tomes en VO. C'est tarifé à 39€ et donc qui permettra d'avoir en 2 volumes en fait l'intégrale de cette série de science-fiction. Voilà, donc dans ce beau format qui est assez stylé, je trouve, et qui va bien dans les bibliothèques. Corentin, tu aimes bien Descender? J'aime beaucoup Descender, oui. Je suis pas le seul. Descender, donc qui est une sorte de réponse futuriste à Pinocchio, dans un monde où les machines ont essayé de se rebeller contre l'homme.
S'en est suivi une sorte de guerre et un traumatisme, et on va suivre le destin du petit Team 21, qui serait ou ne serait pas l'espèce de messie du genre robotique. C'est magnifique, ça a valu d'ailleurs un prix à notre bon Dustin Nguyen, c'est sa palette un peu pastel, très bleue, très rose et très blanche surtout. Ouais, en aquarelle. Et ça a après, plus tard, généré le spin-off, entre guillemets, Ascender, qui est une sorte de renversement qui est plus fantastique, pour le coup, plus magie. Donc c'est partie des grandes séries en fait de la génération Image Comics moderne. Quoique ça s'est lancé vers 2014-2015, je crois. Ouais, bah c'est post. En fait, voilà, c'est vraiment dans cette paire d'années entre 2012 et 2015 où vraiment tous les grands titres c'était le nouvel âge d'or justement avec l'exode des auteurs du mainstream vers l'indé. Beaucoup de gens avaient découvert un peu le Jeff Lemire indé à ce moment-là, puisque il sortait juste de Animal Man et de son travail chez DC en règle générale, Green Arrow et tout. Et c'est effectivement un petit peu l'un des grands trucs qu'il a fait par rapport à l'enfance, par rapport à ce héros très jeune, dans la continuité de Sweet Tooth et en attendant d'autres projets qu'il a fait ensuite. Donc c'est très bien, et effectivement ça mérite ce genre de réédition de belle taille. Tout à fait. Je n'ai pas plus que de choses que ça à ajouter. Non, mais t'inquiète pas. Les gens ils connaissent. Hein. On en reparlera forcément au profit d'un back issues très certainement. Autre annonce également, le Strange Adventures de Tom King et Mitch Gerads et Evan Shiner, mais aussi une Justice League par Joe Kelly. C'est-à-dire qu'on reprend un petit peu, ils avaient annoncé déjà de nouveau, c'est des auteurs présentent certaines choses, et donc là on repart un petit peu sur cette politique pour réaborder un passage de la Justice League par un auteur. De toute façon, toute la politique d'Urban, ça reste de gravité autour des auteurs, parce que même là tu parles de Strange Adventures, on sait qu'Urban a quasiment tout le catalogue. Peut-être une bêtise, remarque. Tom King, qu'est-ce qu'il a fait en indé à part ça? Tom King, justement, il a rien fait en indé. Il a rien fait en indé. Son premier Creator Own, c'est avec Elsa Chartier, ça arrive l'année prochaine en VO. Donc il avait écrit un bouquin, mais qui n'était pas de la BD, qui était un essai en fait, mais c'était il y a longtemps, c'était forcément pas considéré comme du comics. Donc oui, on sait qu'effectivement, Urban Comics soigne un petit peu tout ce qui est. Le seul truc qu'ils n'ont pas pu publier, c'est la Vision, parce que c'est chez Marvel, enfin, c'est chez Panini, du coup, tu vois. C'est ça, ils auraient essayé de le faire, ils auraient fait, vas-y, Panini, lâche le truc, c'est nous qu'on l'a lancé et tout. Mais donc oui, c'est donc deux projets. Alors Joe Kelly, c'est moins connu. C'est Justice League, en fait, c'est la série de JLA. Donc c'était, rappelez-vous, la fin des années 90, quand la Justice League avait été éclatée pour donner différents projets de spin-off ou de séries solitaires. Grant Morrison était arrivé, avait rassemblé l'équipe pour un run qui est considéré comme l'un des plus grands runs de la Justice League toute son histoire. Mark Waid avait pris la suite, c'était pas encore le Mark Waid qu'on connaît, mais c'était déjà un bon Mark Waid. Et ce couple de runs-là est considéré comme la raison pour laquelle cette grande série de JLA est très importante. Joe Kelly arrive en 3e vague, donc du coup il passe après deux géants, c'est un peu plus compliqué pour lui, mais il a fait des choses intéressantes. Il a commencé par des séries, des arcs un peu plus isolés, un sur Wonder Woman, un sur Batman Plastic Man. Après, il a fait, alors je sais pas comment il traduirait ça, mais l'âge d'Obsidian, ou The Obsidian Age, simplement, qui est un crossover dans lequel la Ligue... alors c'est à la fois très décrié et très apprécié, en fait. C'est souvent considéré soit comme un truc sous-estimé, mésestimé, ou bien un truc vraiment culte et que les gens ont bien retenu, etc. Donc c'est typiquement ce genre de run où ça passe ou ça casse, en fait. Si vous avez aimé, justement, plus le travail de Morrison ou Waid, il se peut que ça vous paraisse un petit peu en deçà. Par contre, si vous aimez ce qu'a fait Joe Kelly en mainstream, parce que là on est vraiment à cette époque du dessin de cartoon, enfin du 5 cartoon dans les comics, où tous les personnages étaient ancrés avec des contours super épais, avec des proportions anatomiquement incorrectes, mais c'est pas grave parce que c'était un peu la mode à l'époque. Donc c'était pas mal. Enfin, moi j'en ai lu quelques-uns et c'était plutôt pas mal. Après, Strange Adventures, donc je pense pas qu'on va vous refaire le pitch maintenant, simplement c'est encore une fois un truc qui parle un petit peu des années de guerre de Tom King, et plutôt du retour au pays pour les vétérans qui ont commis des crimes de guerre et qui se font pincer a posteriori, dont on interroge métaphoriquement tout le passé des vétérans américains en Afghanistan et en Irak, à travers la figure de Adam Strange, qui est du coup cet explorateur spatial qui a été sur Rann lors de la guerre Antanagar, qui a fait, en l'occurrence avec les Pictes, qui a commis des atrocités, on ne sait pas encore lesquelles, mais ça va être le but du volume, et sa femme Alana, qui est la princesse de Rann, va essayer de le couvrir comme une lionne. C'est Mitch Gerads, Evan Shiner, c'est super bien, et vous devez lire ça. Voilà, tout simplement. Voilà. Ça serait qu'on l'a quand même déjà pas mal dit dans ce podcast depuis que Strange Adventures, c'était bien. On enfonce le clou, c'est pas, tu vois. Hein? Non, je dis on enfonce le clou. T'es bien réveillé. C'est ça. Oui, bien sûr. J'aime bien cette petite voix un peu. Ça doit changer. Ça doit changer un peu les habitudes des auditeurs qui regardent avec des beaux yeux, en mode. Et des auditrices et tout.
Allez, on continue toujours avec cette voix. Oh là là, c'est incroyable. On dirait que j'ai un cancer de la gorge, en fait. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, il y avait un petit point juste. Est-ce que tu aimes les albums de stickers à collectionner Panini, Corentin? Est-ce que ça te rappelle ton enfance? Parce que je n'ai pas 5 ans. Est-ce que ça... non, mais est-ce que ça te rappelle justement ton enfance? C'est un peu le parfum des madeleines et des petites oranges que tu avais avec ton chocolat chaud en te levant le matin quand ta mère venait te faire un bisou et te passer la main dans tes cheveux en te disant qu'elle t'aimait. Ah, ça n'est jamais arrivé. Ah ouais, c'est ce que je me disais aussi. Mais non, j'ai pas connu cette génération-là. Non, c'est vrai, t'avais pas pour la Coupe du Monde 98, frère. Alors, j'avais des potes qui l'avaient. Franchement, l'album de la Coupe du Monde 98, quand même, on était tous fous avec le stickers Ronaldo qui était en brillant, je sais pas quoi, là, je te jure, c'était tout le monde le voulait. C'était les cartes Pokémon. C'était compliqué. C'était un peu plus tard, les cartes Pokémon. J'aurais dû les garder, comme ça, j'aurais pu les vendre et devenir riche. Exactement. Enfin, bref, tout ça pour dire que en 2019, Panini, la branche justement qui fait des albums de stickers à collectionner, avait sorti un album Marvel 80 ans, donc avec plein de stickers et aussi de cartes, en fait, parce que maintenant, il y a aussi des cartes à collectionner. Et bah, figure-toi que oui, dans ce milieu-là, il y a plein de gens comme toi et moi, des trentenaires, voire plus, qui sont très nostalgiques de ça, ou juste qui kiffent vraiment juste le délire, parce que bah, t'as les stickers à collectionner, mais tu peux les échanger, tout ça. Et donc, il y a un nouvel album qui est sorti là en ce moment qui s'appelle Marvel Versus. Alors, le principe est relativement simple, c'est que sur chaque page, en fait, t'as d'un côté... Il est gentil, il est méchant. Mais ce qui est marrant, c'est que, franchement, tu sais ce que moi, je me suis dit, je sais que il y a aucune volonté derrière, tu vois. Mais le fait est que les héros sont toujours sur la page de gauche, alors que les vilains sont sur la page de droite. Sous-texte. Et moi, je veux pas dire que les albums de stickers sont politiques aussi depuis 80 ans, en fait. Mais pour moi, ça veut clairement dire quelque chose. Je veux dire, quand t'as Galactus de droite, voilà, voilà, ça veut dire quelque chose, clairement. Et donc voilà, et t'as des cartes, t'as une 50aine de cartes, et je crois que c'est 176 stickers en tout. Mais en fait, par rapport à l'album Marvel 80 ans, il y a deux différences de taille. D'une part, c'est que l'album est cartonné cette fois, donc je pense que clairement, ça veut dire que ça c'est un public plus adulte que forcément que des gamins. Non, mais c'est con, mais les gens aiment le cartonné. Et aussi, par contre, ça c'est un peu moins bien, je trouve, c'est que les cartes, justement, dans l'album 80 ans, c'était dans des pochettes plastiques à mettre qui étaient intercalées entre les planches. Arrête de te foutre de ma gueule. Moi, ça me fait kiffer, ce genre de trucs, ce genre de conneries, ça me fait vraiment kiffer. Après, on parle de pénurie de papier. Ouais, bah oui, certes. Et par contre là, bah c'est plus dans des planchettes plastiques. En fait, il y a une boîte en carton à construire soi-même qui est séparée. Et tu les mets dedans. Et du coup, bah je trouve que c'est juste parce que t'es obligé d'avoir un truc séparé, donc c'est un petit peu moins bien pour juste le principe d'avoir tout au même endroit. Mais bref, moi je voulais quand même passer un message. S'il y a des auditrices parisiens à qui il reste encore tous des stickers et des cartes justement de l'album Marvel 80 ans 2019, le mien n'est pas complet et j'aimerais bien le compléter. Voilà, mais c'est pour ça que dans la news t'avais écrit, vous avez vu sur Facebook échanger des stickers et on vous juge pas. En fait, c'était de toi dont tu parlais. Mais de moi et de plein d'autres. Je peux te lister des dizaines de gens qu'on connaît très bien qui ont pris, quoi. Non, mais pas ici. Moi une dizaine de gens. Écoute, on faisait ça en 40, maintenant c'est fini, d'accord? Tu vois, voilà, il y a des choses qui ne se font plus en France maintenant, donc on fera pas de délation dans ce podcast, je suis désolé. Mais on sait que vous êtes là, on sait que vous nous écoutez, donc n'hésitez pas à m'envoyer un DM, j'ai un album à compléter. Allez, du coup, on repasse du côté des comics, puisque je ne te demanderai pas ton avis sur la question. Mais elle est trop... Mais moi, Ah là là, tu sais pas t'amuser, Coco. Ah bah clairement, je sais pas, je pense que toi dans ton cerveau il y a un enfant mort en fait, c'est assez terrible. Mais l'enfant dans mon cerveau il a jamais eu de sticker Panini. Ouais, mais il était mort né, alors je sais pas, c'est horrible, c'est-à-dire que t'es né avec la mentalité d'un gars de 30 ans, je sais pas, c'est je suis né avec la mentalité d'un mec qui consommait pas comme un connard à 5 ans. Mais c'est pas une question d'être un connard, les gens, oh là là, c'est fou quoi. Mais à ce rythme-là, tout le monde est un connard alors consumériste du moment que tu joues avec autre chose qu'avec des bouts de bois. Oui. Ok, ça marche. Tout à fait. Ok, Jean-Michel, anarchiste. Allez, c'est pas possible. Allez, on continue du coup à faire un peu le débrief de ce qui arrive en 2022 en comics. Et du côté de iComics, ben voilà, c'était un peu le gros déballage d'albums qui vont arriver avec quand même quelques très très beaux titres qu'on attend avec impatience pour l'année prochaine. Alors déjà, juste faire un petit point que le fameux tome 7 de la série Lock and Key, donc The Golden Age, qui doit comprendre la mini-série Impel Battalions Go et le crossover avec Sandman, arrive enfin au mois de mai prochain.
Après avoir été annoncé, reporté, je crois qu'il y a c'est IDW qui casse un peu les pieds, mais grosso modo ça arrive, ça finira par arriver au printemps prochain. Donc enfin une vraie grosse dose de Lock and Key, puisque le court album Ciel et Terre de cette année était fort sympathique, mais ma foi c'était 100 pages à peine, donc ça ne suffisait pas à avoir sa dose de Lock and Key. C'est pas la saison 2 de la série Netflix qui va changer, améliorer quoi que ce soit. Donc ça c'est plutôt cool, mais justement il y a un petit focus sur Joe Hill qui est fait l'année prochaine, puisqu'en fait l'éditeur va rééditer les 2 premiers tomes de la série The Cape, qui avait été publié d'abord chez Milady Comics, donc l'ancienne comics de Brajlon, et notamment en fait la réédition de ces 2 premiers tomes au mois de juin et juillet prochain va permettre d'amener le 3e qui était inédit pour le moment, et donc qui va pouvoir être redécouvert auprès du public français. Attends, mais The Cape c'est pas Joe Hill? Si, c'est vrai, c'est Joe Hill. Non, c'est une nouvelle de Joe Hill qui a été adaptée en comics. The Cape, oui, pardon. C'est Jason Caramella. Oui, pardon. Voilà. Bah, c'est sur une histoire de Joe Hill et ensuite adapté par Jason Caramella. Voilà, et illustré par Zach Howard. Voilà. Et ça parle de quoi alors? Bah, on s'en fout. Enfin, oui, d'accord. Bah, c'est un mec qui trouve une cape volante. Et avec son meilleur pote, ils vont se taper sur la gueule pour savoir qui va l'avoir. C'est un peu Chronicle dans le Midwest américain. Il y a eu un spin-off sur la guerre du Vietnam avec la cape aussi. Et il y a eu une suite récemment qui est The Cape Fallen, où il n'y a toujours pas Joe Hill, c'est toujours juste Jason Camarella. C'est Joe Hill, The Cape. C'est ça exactement, un petit peu. Bah, c'est comme souvent avec Stephen King ou Neil Gaiman, Neil Gaiman's machin, etc. Donc ouais, je le précise quand même parce que c'est pas exactement du niveau de qualité qu'on espérerait d'un Joe Hill en fait. Hein. Faut pas, enfin, si vous avez lu Plunge ou Basket Full of Heads, etc., c'est pas exactement pareillement écrit, on va dire. D'accord, ouais. Bon, là, c'est une nouvelle, donc pareil, sur un mec qui trouve une cape. Et dans cette même optique, du coup, dans cette adaptation de nouvelle, et ben en fait, il y a Rain, du coup, donc l'adaptation justement d'une autre nouvelle de Joe Hill qui arrive dans le nouvel imprint d'Image Comics, qui est chapeauté notamment par Ashley Wood. Ouais, ça, Ashley Wood. Sisigi. Ouais, c'est ça, voilà. Et qui est donc écrite par M. Booher et qui est dessinée par Zoé Thorogood, dont on vous a déjà parlé, puisque c'est elle qui est fait Dans les yeux de Billy Scott, qui arrivera l'année prochaine aux éditions Bubble. Voilà. Là, c'est un couple de nanas qui emménage en banlieue et il se met à pleuvoir des éclats de cristaux qui peuvent tuer des gens et c'est cool. Et ça fait peur. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir comme une chanson d'Orelsan, tu veux dire? Ça fait réfléchir. Ah, c'est incroyable ça, dis-moi. D'adolescence. On se dispute parce qu'on se dispute, ouais. Machin. Pardon. Alors, ouais, les comics indés se vendent pas parce que personne les achète. Basique. Ça ferait un mètre de morceau, ça. Ouais, faudrait le faire. En fait. Faut qu'on fasse un basique simple sur les comics, quoi. Et les prix augmentent, les gens achèteront pas plus. Ouais, c'est ça. Si tu brades des comics, c'est normal que les gens se ruent dessus. Basique. Allez, on continue. Putain. Alors du coup, politique d'auteur également du côté de iComics avec Ramvi, qui est quand même, on va quand même dire que c'est iComics, je pense, qui a fait les travaux en premier en apportant The Savage Shores, donc un de ses premiers titres en indé. Donc l'éditeur continue d'explorer tout ce qu'a fait l'auteur. On avait déjà parlé de Radio Apocalypse dans un précédent front page, mais il y a aussi donc le roman graphique Blue in Green, qui est aussi dessiné par Anander Kay, donc histoire de fantômes sur fond de musique jazz, qui est absolument somptueux. On en a parlé dans un back issues, c'est de la frappe. Anander Kay, c'est le fils caché de Bill Sienkiewicz, grosso modo, et de Dave McKean. Voilà, c'est somptueux graphiquement. J'aimerais vraiment, notamment pour Blue in Green, que iComics aille changer ses formats, en fait, qu'on fasse un truc un peu plus grand, peut-être un peu plus gros, enfin un autre, quelque chose parce que ça le mérite, ça le mérite vraiment. T'entends iComics? Alors change tes formats. Tintin. Écoute-moi bien, jeune drogué. Tintin. Et voilà, mais je ne sais pas si ça se fera. De toute façon, on doit aller poser quelques questions à l'éditeur en question pour faire ce débrief de 2022, comme on l'a fait avec d'autres précédemment dans nos Super Friends de fin d'année ou de début d'année prochaine. Autre série qui a été annoncée aussi et qui participe également à cette politique d'auteur, c'est Shadecraft, la nouvelle série de Joe Henderson et Lee Garbett, qui ont donc fait Skyward. D'ailleurs, le tome 3 de Skyward vient de sortir. Donc c'est aussi une série fantastique dans une ville où une jeune femme
captent que les ombres agissent un petit peu d'elles-mêmes et ont l'air un peu trop menaçantes pour être de simples ombres. Donc plutôt joli en plus, toujours avec Lee Garbett qui fait quand même un très chouette travail, je trouve, avec l'utilisation des aplats noirs, de l'ancrage pour le travail sur les ombres en particulier. Donc ça c'est plutôt cool. The Last Ronin est annoncé pour octobre prochain. Donc ça c'est bien, ça met du temps à arriver, mais parce que la série connaît d'énormes retards de publication en VO, c'est un syndrome Doomsday Clock, hein, grosso modo, très clairement. Enfin, plus encore parce que c'est un syndrome, on a changé 2 fois de dessinateur et le deuxième qu'on a choisi, en fait, il a été réécrit 2 fois le numéro 2. Ouais. Donc a priori ils ont été pris de court par le succès du premier numéro, donc ils ont décidé de faire un truc massu. Mais c'est super bien, hein, vraiment il faut lire The Last Ronin parce que c'est le DKR des Tortues Ninja, c'est même pas une figure de style, c'est vraiment le DKR des Tortues Ninja, au point que ça imite vraiment la narration de Frank Miller, avec une dernière tortue dans un monde où le Shredder a gagné, les héritiers du Shredder dominent New York, et une dernière tortue va essayer de venger les Frangeaux à coups de saille, à coups de bâton et à coups de katana, et c'est beaucoup trop bien. Allez, ça fait plaisir. Qu'est-ce qui fait plaisir également? Alors ça c'est marrant, c'est un choix par contre que j'aurais pas forcément anticipé de la part d'iComics. Donc c'est le titre Bermuda de John Layman, donc créateur de Chew, et dessiné par Nick Bradshaw. Donc une histoire un peu très pulp / Golden Age d'aventure en fait sur une île où justement une fille qui s'appelle Bermuda, mais qui porte pas de Bermuda, attention. En fait c'est une île peuplée de dinosaures. Il y a un jeune homme qui se crache dessus et qui va découvrir cet univers qui avait notamment, on en avait parlé parce qu'en fait entre son annonce et la publication initiale, en fait il s'était écoulé 2 ans. Il avait fallu 2 ans pour que le titre sorte enfin chez IDW. Donc à voir. Enfin, je trouve que pour le coup, c'est pas forcément quelque chose auquel je m'attendais, mais pourquoi pas, parce que John Layman, c'est un très bon auteur de comics. Et après, on arrive un peu dans le lourd. Enfin, de moi, ce qui me fait personnellement le plus plaisir, déjà, c'est l'annonce, alors peut-être en fin d'année prochaine ou début 2023, sinon, mais de Post Americana de Steve Skroce, dont on vous avait aussi parlé dans un Back Issues. Donc, imagine que il y a eu l'éclatement de la société américaine. Les plus riches devaient se réfugier dans des bunkers. Enfin, les politiques et tout ça. Sauf qu'en fait, au lieu justement des gens qui savaient gouverner, en fait, c'est juste les nantis qui sont allés se réfugier en laissant les pauvres grosso modo à la surface. Et puis quelques années les cannibales. Voilà, quelques années plus tard, en fait, il y a la rencontre en fait justement de ces gens qui s'étaient isolés avec le vrai peuple. Et c'est taré, c'est violent, c'est vulgaire, c'est tout ce que c'est de la voix, c'est trop bien, et c'est généreux parce que Steve Skroce aussi au dessin. Donc si vous aviez apprécié Maestros chez iComics aussi, c'est dans le même registre et tout. C'est très très punk. C'est plus Mad Max quand même. Ouais, mais c'est un défouloir quoi, mais c'est trop bien quoi. Voilà. Ouais, donc ça c'est super cool. C'est drôle. On vous en reparlera, ce sera mortel. Et puis aussi le prochain projet de Joe Kelly et J.K. Nimura, donc l'équipe créative de I Kill Giants, donc qui a fait un nouveau roman graphique qui s'appelle Immortal Sergeant. Donc en fait ils vont faire vraiment une coédition entre la France et les États-Unis, parce que ça fait depuis 2018 que Joe Kelly en parlait, donc ça a pris vraiment son temps à voir le jour. Et voilà, donc pas trop d'indications encore sur ce que c'est. Il y a quelques planches qui étaient montrées en vidéo par l'éditeur, où on parle de road trip grosso modo, mais c'est encore assez très flou sur les contours de l'histoire. Mais par contre, on reconnaît immédiatement la patte de Nimura, et de toute façon l'équipe créative elle est trop bien. Moi je suis ultra content, je t'avoue. Non, moi je suis content de ce programme en général. Enfin, il y a plein de titres qui m'intéressent, que je connais déjà ou que j'ai envie de redécouvrir ou de me lancer dedans en VF. Donc moi je suis chaud patate. Je sais pas si toi tu es chaud à chocolat plutôt. Non, tout est nul. Tout est nul. Ça sert à rien, il faut acheter du panini. J'ai reçu un chèque pour dire ça. Non, Blue and Green super, Post Americana super, Rain cool. Radio Apocalypse aussi. Bon, franchement, The Cape, moi je le conseille vraiment pas. Hein. Je trouve ça assez vulgaire. Ça ressemble beaucoup à ce que faisait Mark Millar à l'époque de ces années chez Icon. C'est vraiment genre une série qui a un bon gimmick, qui a l'air cool, qui très vite va vers la violence et le côté un peu nihiliste. Et, ouais, c'est ça qu'on veut.
Et ouais, c'est Chronicle, mais en version un peu blaireau, quoi. Enfin, c'est un peu Chronicle au barbecue, tu vois. Et du coup, une bonne saucisse, toi, t'aimes bien bonne ça, saucisse sauce barbecue, on est content, on n'est pas content. En plus, c'est pour l'été. En plus, ça sort pour l'été. Il y a 3 tomes qui arrivent en juin, juillet, août. Clairement, c'est le tome parfait pour accompagner tes barbecues. Et je tiens à dire un truc, c'est que l'héroïne Bermuda avait bien un Bermuda au début. Oui, mais qu'elle ne l'a plus. Elle l'a plus depuis. Et ça s'appelle Bermuda parce que en fait, ça se passe dans le triangle des Bermudes. Oui, bien sûr. Voilà. Non, non. Les avions se sont écrasés ici, c'est vrai. Je pense que non, mais d'accord, mais je pensais que c'était plus rigolo du fait que si elle portait un Bermuda, elle s'appelle comme ça. C'est ce que je te dis, c'était le projet original. Voilà. Et alors que c'est plus le cas maintenant. Mais du coup, elle porte un pantalon et ça s'appelle pas pants. Non, elle a un short. Un short. Ah bah, ça aurait pu s'appeler short du coup. Ouais. T'imagines, mais du coup, il n'y a pas de triangle des shorts. Alors imagine, tu t'appelles en fonction de ce que tu portes. Donc aujourd'hui, Corentin, ce sera t-shirt rayé et moi, ce sera pyjama. C'est un t-shirt. C'est pas un t-shirt, ah merde, c'est un manche longue. Manche longue rayé alors. Toi, c'est toujours pyjama en fait. Ouais, c'est ça. Toujours. Triangle des pyjamas. Voilà. Allez, Corentin, on continue avec une autre annonce de programme. C'est du côté de Bliss Edition aussi, où on sait un petit peu ce qui nous attend pour le début d'année prochaine, puisqu'ils ont c'est donc Bliss maison d'édition indépendante qui sort pas non plus 50 titres à l'année. Donc c'est l'avantage avec des éditeurs comme iComics 404 ou Bliss en fait, c'est qu'on peut faire tout le programme de toute une année assez rapidement. Quand des Delcourt, Urban et Panini, bah oui, ils ont beaucoup trop d'albums et ça nous prendrait 5 heures pour débriefer tout ce qui sort juste sur 3 mois. Donc grosso modo, par contre, moi ça me fait plaisir parce que c'est vrai que la fin d'année était compliquée, enfin pas compliquée, mais en termes de sortie, depuis le très 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 chouette rail d'Anamnet, en fait, on a eu en fait que des rééditions tout simplement. Il y a eu une intégrale du Ninjak notamment de Matt Kindt. On a eu une réédition du cycle psiotique de Joshua Dysart. Donc que des bons comics qu'on vous recommande, mais en termes de nouveautés, c'est pas encore ça quoi, vous voyez. Oui. Et pourquoi? Mais parce que parce que Valiant, c'était la propriété de DMG, là, une entreprise chinoise qui en a rien à foutre des comics et qui du coup fait que Valiant depuis un an, depuis la crise là, c'est Monsieur Mackay là. Oui, il est foiré. Non, il est vachement bien. Mais non, c'est comme ça, faut faire Monsieur Mackay, tu vois. Attends, faut que Monsieur... Arrête, enchaîne. Je vais faire Monsieur Garrison. Je fais comme il fait. Monsieur Garrison, il est inimitable. Ah ouais, non, Rana, oui, c'est une autre voix. Effectivement, je l'avais pas. Bref, tout ça pour dire que Valiant depuis. Depuis. T'as envie de faire cancel en direct. Ouais, c'est super. Non, je vais pas faire token. C'est un malade, toi. C'est toi qui vas faire les imitations. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, voyez. Tu disais que Valiant ne sort depuis un an, tu me fais perdre le fil avec tes conneries, ne sort depuis un an que je sais pas 1 à 2 single issues par mois, donc ça fait prendre énormément de retard à plein de titres. C'est pour ça que Bliss de toute façon pouvait pas les sortir avant parce qu'il y avait juste pas de matos, il y avait pas de Tosma, donc tu peux pas les sortir en temps et en heure. Il y a pas de matos. Eh putain, et je lui fais et le matos il est où, et le mec me fait je l'ai pas, et je peux pas le sortir du coup. Vas-y, enchaîne. Donc on va quand même enfin avoir les dernières nouveautés de Valiant, donc avec des titres qui font quand même vachement plaisir pour la plupart, notamment avec en janvier donc la nouvelle série XO Manowar de Dennis Hopeless et Emilio Laizo. Pas forcément un nom ultra connu je crois en France. Les gars, vous allez voir les planches, c'est le feu de Dieu. Le mec est fou. Il a un talent vraiment, vraiment très, très dingue. Donc, XO Manowar, on rappelle, c'est Arik de Daci, qui est en fait un guerrier Visigoth qui a été enlevé par des extraterrestres et qui a réussi à mettre les mains sur l'armure XO Manowar. Donc, il lui donne, c'est une armure d'Iron Man, hein, grosso modo, et qui revient sur Terre, à notre époque présente. Donc, il y a eu plusieurs volumes d'avoir une première série de Robert Venditti qui était quand même de 50 numéros, qui était très, très longue et plutôt sympathique, hein, qui a un peu fondé les bases de l'univers Valiant moderne et qui est disponible en 3 intégrales chez Bliss. Et après, il y a eu un très 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 bon volume de Matt Kindt avec notamment Thomas Jurello au dessin. C'était vraiment le feu où justement XO partait un petit peu dans l'espace en fait. C'est une sorte de fantaisie cosmique vraiment vraiment très très sympa. Donc 3 tomes aussi que je vous recommande. De toute façon, XO c'est vraiment un bon personnage en final. Et donc là, c'est la nouvelle série où XO revient sur Terre cette fois-ci et tourmenté à la fois par son passé comme souvent et affronter une force futuriste qui s'attaque à la planète. Et encore une fois, ça va être Emilio Laizo, c'est vraiment un putain d'artiste. Autre titre qui arrive, autre nouveauté, donc c'est la mini-série Doctor Tomorrow. Que je n'ai pas lu pour le coup, qui en fait c'est la reprise d'un vieux concept de Mark Waid en fait, qui est remis au goût du jour et grosso modo
Alors c'est écrit par Alejandro Arbona et c'est dessiné par Jim Tow, et en fait c'est un jeune garçon qui s'appelle Bart Sims qui est fan de super-héros et qui un jour rencontre en fait une version future de lui-même qui est un super-héros qui s'appelle Dr. Tomorrow, et qui va lui-même lui donner en fait son costume de super-héros pour qu'il devienne aujourd'hui le super-héros qui doit être demain. Donc super-héroïsme, voyage dans le temps, machin. Donc voilà, plutôt pourquoi pas. Je vous avoue, je n'ai pas jeté un œil depuis la sortie. Par contre, c'est un petit côté Spider-Man un peu, parce que là c'est vraiment un ado, et t'as un côté un peu Ultimate, aventure de lycée et tout. Mais en plus c'est assez court, hein, mon souvenir. Oui, c'est 5 numéros. De toute façon, Valiant ne fait plus beaucoup d'ongoing, hein, grosso modo. Même les séries machin en fait se finissent en 12 numéros en général, tu vois. Donc c'est pour ça que Bliss fait des tomes de. En fait, les arcs durent 4 numéros chez eux, et du coup c'est des tomes comme ça quand c'est des séries régulières. Et justement, c'est un peu relou, parce que du coup, un tome de 4 numéros, ça va faire 18€ avec l'augmentation des prix et tout ça, donc ça fait un peu cher par rapport à avant, mais ça reste des bonnes séries en général. Et de toute façon, c'est une maison d'édition indépendante, et sur le principe, je pense que on peut se permettre de soutenir à cet effort, d'autant plus quand c'est des titres de qualité. Et notamment, il y a le retour de Savage, donc ce gamin, cette façon un peu cette repompée un peu de Turok, mais avec un gamin du coup qui était élevé sur une île avec des dinosaures. Est-ce qu'il a un Bermuda? Il n'a pas de Bermuda, celui-là. Ah, et merde. par contre, donc c'est Max Bemis qui l'écrit, et c'est Nathan Stockman qui dessine. Et Nathan Stockman, c'est une brute, grosso modo. Voilà, il vous prend comme ça. Là, il vous met des patates dans la tête avec ses planches et tout. Il vous fait: tiens, tu veux de la violence? Tiens, tu veux de la mise en scène? Là, tiens, je t'en donne comme ça, là. Voilà. Et du coup, c'est trop cool. Enfin, du coup, là, c'est vraiment, ça fait. La nouvelle mini-série, parce que ça avait quelques années que la première mini-série avait été publiée. Et là, grosso modo, si vous voulez, c'est le croisement d'un Indien dans la ville avec Turok, vraiment, puisque ce Kevin Sauvage, donc Savage, est de retour à la civilisation. C'est devenu un peu une star des réseaux sociaux. Il a un peu du mal à gérer son image de jeune TikToker qui a combattu des dinosaures pendant toute sa vie sur une île sans internet. Et du coup, le jour où des dinosaures, des monstres arrivent dans la ville, et chassé naturel, il revient au galop, le voilà prêt à défourailler du Strom. Et voilà, c'est ultra. Alors j'avoue, c'est un peu bas du front, mais en vrai, quand tu vois ce que Stockman y fait, franchement, ça. Il arrache un crocodile, là. Non, attends, c'est super subtil, quoi. Ouais, mais non, mais attends, mais par contre, c'est ultra brutal et c'est trop bien. Enfin, moi, j'adore ça. Non, c'est bien. J'avais feuilleté aussi un peu, dans mon souvenir. Ce genre de violence graphique, là, c'est ça qu'on aime. Autre titre, par contre, vraiment, je sais que Corentin ici n'aime pas trop Cullen Bunn, mais vraiment, ce qu'il a fait sur Shadowman, c'est super intéressant. Et notamment parce que sur le premier tome qui arrivera au mois de mai prochain, c'est John Davis Hunt qui dessine. Et John Davis Hunt, grosso modo, c'est le fils illégitime de Frank Whiteley et d'un Steve Scross limite. C'est vraiment dans ce style très détaillé, très fouillé. C'est vraiment Frank Whiteley Junior. Ouais. Mais c'est trop bien. Enfin, le mec dessine ouf. Et du coup, Jack Boniface, en fait, il est donc Shadowman, qui justement est un peu le gardien en fait des menaces occultes. S'aperçoit qu'il y a un groupe de gros riches qui ont vraiment beaucoup trop de temps libre, comme tous les gros riches, et qu'au lieu de faire des NFT, du coup en fait ils essaient d'invoquer des forces démoniaques sur Terre. Voilà, vu qu'ils sont très très cons, parce que c'est le principe des NFT. Non mais clairement, j'avoue, pour un NFT créé, il y a toujours un démon invoqué sur Terre, c'est clair. C'est forcément, ça doit être là une sorte de pack de Mephisto nul, tu vois. C'est franchement, tiens, je vends ton âme pour un JPEG de merde. Allez, et du coup. Et il se mêle de cette affaire parce que, bien entendu, vu que les invocations se passent à chaque fois mal, ça se finit en bain de sang. Donc c'est très prenant, une bonne enquête avec beaucoup d'horreur. C'est très graphique aussi, c'est très sanglant, et franchement c'est un délire parce que Davis Hunt il dessine trop bien ce genre de choses. Donc vraiment, Shadowman, retenez aussi la sortie pour le mois de mai, c'est vraiment le feu. Le feu. Et également, pour le mois de juin, il y aura donc la mini-série The Visitor de Paul Levitz et M.J. Kim, qui est donc un thriller de science-fiction qui présente justement ce mystérieux personnage du visiteur, qui n'est pas Godefroy de Montmirail, clairement, qui est... Putain, d'un coup, on est pas... Je t'avoue qu'on est quand même passé dans la section humour très rapidement. Au final, c'est peut-être le réveil. Quelle section humour? C'est peut-être la schnouf d'avant qui commence à fonctionner. La fabrication des grands podcasts. C'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu parlais de Godefroy de Montmirail.
Exactement. Non, mais du coup, The Visitor, qui va, en fait, vraiment, le pitch, c'est vraiment juste, c'est The Visitor, on ne sait pas qui il est, d'où il vient, pourquoi il est là, et en fait, c'est juste un très mystérieux personnage casqué, masqué complètement, et qui, du coup, inquiète, en fait, le reste de l'univers. Et donc, l'idée, ça va être de savoir, en fait, qui est-il, et donc, ça sortira au mois de juin prochain. Donc, ça, c'est pour les titres Valiant. Et à côté. Il n'y a vraiment aucun rapport avec les Visiteurs. Non, mais c'est juste que je faisais la blague parce que tu sais ce que c'est la France. La France, c'est élire. C'est mon gars. Ça, c'est être français. Voilà, être français, c'est le pâté de campagne. Il n'y a pas de sapin, Arnaud, t'es pas vraiment français. Non, effectivement. Là, on voit le sang italien quand même. Il y a le foie gras, il y a le Miss France et il y a Jean-Marie Poiré. C'est ça la France. Tout à fait. Allez, on continue du côté de Bliss cette édition. Également, donc, à côté du volet Valiant, il y a aussi le segment jeunesse qui continue. Et pour le coup, Bliss a aussi une politique d'autrice là-dessus, puisque ils vont continuer d'éditer Kay O'Neill, notamment avec le 3e volume de la saga des Dragontés, donc avec le 3e tome qui s'appelle La Tapisserie des Dragontés. Donc grosso modo, les Dragontés, c'est assez particulier. C'est des petits dragons en fait, dont les cornes en fait, enfin qui font du thé aussi. Vraiment. Non, ça peut paraître. C'est trop. Ça a l'air trop bien. Mais toi qui aimes les chats, faut que tu lises Dragontés en fait. Et en plus, voilà. Non, mais faut vraiment que tu les découvres. Non, mais après, le premier album était très très court, c'était quand même juste une très courte histoire où justement une fille apprend à découvrir cet univers et à élever des dragontés, parce que c'est vraiment des petits animaux de compagnie, et donc c'est très mignon. En même temps, Kay O'Neill, il est très impliqué sur des thématiques de questions de genre, d'identité, ce genre de choses là, donc c'est aussi queer friendly de ouf quoi, comme beaucoup de bouquins jeunesse en fait qui sortent aux États-Unis en ce moment. Et du coup, par contre, le Festival du Dragonté, c'était déjà un album de plus de 100 pages, enfin avec une vraie histoire, avec un vrai développement, donc c'est plutôt assez intéressant. Et à côté, ils ont aussi annoncé un truc qui s'appelle Gouttelette, le petit axolote. Alors là, par contre, c'est vraiment Bliss qui se lance complètement dans le livre jeunesse, limite le livre illustré jeunesse en fait, parce que c'est même pas de la BD, ce sera un petit format carré, tout ça, donc c'est vraiment pour les tout petits, mais qui a l'air très mignon, avec une sorte de compétition entre petits animaux marins tout mignons machin. Donc là, on vous avoue, on vous en parlera pas plus que ça sur First Print, parce que là on sort vraiment trop du secteur. Il y a des petits animaux marins tout mignons. Oui, mais on en reparlera quand on aura des enfants au pire, tu vois, pour leur dire est-ce que ça a plu à ta gamine ou à ton gamin, tu vois. Justement, Arnaud, j'ai une annonce à te faire. Ah, fais-le moi dans le podcast. Non, t'as commence pas à m'envoyer des DM en mode genre bravo, c'est pas ça. Donc voilà tout le programme un petit peu de Bliss. C'est sûr que la partie jeunesse nous concerne un petit peu moins techniquement. Après, moi j'aime vraiment bien ce que fait Kay O'Neill, je trouve ça super intéressant. Son princesse est hyper chouette. Pour le coup, une forme de transformation en fait des contes, des légendes, des contes là de fées et de choses, enfin en inversant les codes du genre et tout. Donc c'est vraiment super sympa. Donc, tu me prêtes le Dragonté du coup? Je peux te prêter le Dragonté, effectivement, mais je veux que tu me le rendes et je veux que tu ne mettes pas de café dessus, s'il te plaît, quand tu me le rends. C'est pas moi, c'est le chat. Ouais, justement, tu vois, voilà. Allez. T'as remarqué un truc quand même, tous ces catalogues, il y a pas un seul titre Bad Idea. Oui, pour un en 2022, c'est chier. Je sais pas qui est dessus et qui pourra le faire. Ce serait cool, hein, effectivement, si l'un de ces éditeurs pouvait le faire, mais on n'est pas à l'abri d'une bonne nouvelle peut-être l'année prochaine. Et c'est vrai que pour l'instant, effectivement, Bad Idea n'a toujours rien d'annoncé en VF et c'est un petit peu dommage. Corentin, on passe à la VO. Du coup, on vous a parlé de We Live avant parce qu'il y a Roy et Inaki Miranda qui habitent à Madrid, qui sont en tournée en France. D'ailleurs, spoiler, il y a un podcast avec Nicolas Beaujean de 404 Comics qui arrive très bientôt justement pour faire le débrief de son programme 2022. Et donc on repart un petit peu de cette tournée dédicace. Et grosso modo, il y a la suite qui arrive aussi du côté de Aftershock Comics. Ça s'appelle We Live Age of the Palladians. Et le truc, c'est que tant que le livre est pas sorti, c'est un peu compliqué d'en parler parce que ce serait de spoiler un petit peu. J'ai pas envie de vous spoiler non plus le We Live et son twist de fin qui est endiablé comme un bon rock des années 60. Mais grosso modo, ce qui est intéressant, c'est que le premier numéro, en fait, il y aura 2 numéros. En fait, il y a un numéro black et un numéro white. Et du coup, grosso modo, qui présente une histoire, mais avec deux aspects différents, en fait, deux angles de vue différents, avec un qui se concentre sur les personnages de la première mini-série, donc Ototo et sa grande sœur Tala, et de l'autre, en fait, qui s'intéresse à 2 nouveaux personnages, puisque la série démarre 6 ans après la conclusion de We Live, donc avec un univers grosso modo assez changé, assez bouleversé par ce qui s'est passé à la fameuse journée de la fin de We Live. Et il y a juste les planches qui sont sorties, ça a l'air super beau. We Live, c'est vraiment un très 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 bon titre, hein. Ça a été nommé aux Eisner Awards cette année, donc on vous en reparle quand la VF arrive aussi, et une fois que tout le monde l'aura lu, on pourra un peu encore plus s'enthousiasmer donc sur Age of the Palladians qui arrive en mars 2022. Corentin, un commentaire? Non? Oui. Je suis content pour Inaki Miranda et Roy Miranda. We Live, la première mini-série, super cool.
Et effectivement, la fin était relativement imprévisible. Et je suis content et je vais lire la suite avec impatience. Voilà, merci Arnaud, à vous les studios. Ça, c'était du commentaire comme on les aime, hein, clairement. Non, mais oui, un petit univers désespéré, post-futuriste, on va dire, avec une humanité au bord du chaos, une espèce de race alien insectoïde qui débarque pour faire un peu le tri entre qui va rester, qui va partir. Et effectivement, une inspiration Miyazaki, une inspiration un peu Last of Us aussi. Et une ouverture sur quelque chose de plus traditionnel, on va dire, à la bande dessinée américaine, tout en étant assez surprenant, parce que personne ne s'attendait à ce que ça aille dans cette voie. Donc oui, c'est assez joli, c'est bien raconté, et effectivement, le fait que ce soit raconté par deux frères a un rôle à jouer par rapport au cœur même de l'intrigue. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Je pense que les gens vont bientôt pouvoir le découvrir et se feront leur avis eux-mêmes. Bah, ce que j'ai envie que tu me dises de plus, c'est que tu m'époses un peu cette situation bizarre. Alors comme ça, Robert Kirkman peut-être la voix redevient normale au bout d'un moment. Ouais, peut-être. Hein. Et Robert Kirkman sera intéressé pour prendre les G.I. Joe et les Transformers chez Skybound en comics, bien entendu. Tout à fait, oui, évidemment. Alors, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas compliqué. C'est ADW, ils ont plus d'argent pour payer Hasbro, c'est un mec sur Boss pauvre. Bien d'argent, du coup ils ont dit bah écoute, on va aller voir un mec qui a plus d'argent. Donc ils ont été voir le mec qui a dit fait quoi lui? Les zombies, les mecs invincibles qui tuent des gens. Allez, bam, banco, cash boom, et il n'y a pas de fin à cette blague. Et voilà, du coup non, c'est tout. C'est le Hollywood Reporter, Boriski dans l'occurrence, explique que Hasbro serait apparemment intéressé pour renégocier les droits d'édition de la franchise, de leurs deux franchises. Tu sais qui ça me fait penser là, Hasbro? Au Captain Krabs dans Bob l'éponge, qui est vraiment comme ça. Il aime l'argent. Bah il fait que ça. J'aime l'argent. C'est sa voix? Tu fais encore un Simpson? Allez mon petit Bob. Allez, viens me faire un petit pâté de crabe parce que j'aime l'argent. D'accord, capitaine. Non, c'est pas ça. Non, je le fais pas. Vas-y, fais-le. Ah d'accord, capitaine. Ah putain. Et après, on partira à la chasse à la méduse avec Patrick. Non, on dirait Butters aussi un peu. Du coup. Non, pas du tout. Ah, tu faisais carrément Butters. Ah, que salut, Patrick. Non, que salut, Bob. Voilà. Par contre, Bob, voilà, lui, tu fais très bien. Patrick, très bien, ouais. Les gens sont ravis d'écouter. Ouais, bah, ils sont délicieux. Je pense qu'il y en a un ou deux qui ont éclaté de rire dans leur transport en commun, que les gens les regardent et les jugent comme ça. Et bah, on n'est pas désolé. Seulement un ou deux. Voilà, on n'est pas désolé. Exactement. Allez, pardon, on revient. Non, mais voilà, c'est aussi bête que simplement, comme on l'avait dit la dernière fois, je pense que c'est vraiment les juste une comics question de G.I. Joe et Transformers vont changer de maison. Et Skybound, effectivement, est intéressé, ce qui est plutôt logique, puisque déjà de base, Kirkman lui-même est en train de devenir une sorte de capitaine d'industrie assez important. Il a de plus en plus de franchises. Et il travaille pour les franchises, il travaille pour Hollywood. Il a un contrat avec Amazon, un overall deal. Il fait du jeu vidéo aussi. Il sponsorise des séries qui sont pas écrites par lui, mais sur lesquelles il garde les droits, comme pour Out of Darkness. C'est pour ça que les séries avaient été annulées. C'était du Work for Hire, ce qui est très rare chez Image Comics, mais Skybound propose ça, oui, Arnaud? Il est à l'écriture d'un film ou à la prod d'un film aussi. Il est à l'écriture d'un film. Je saurais plutôt trouver lequel, mais c'est un film qui n'a rien à voir avec les comics en demeurant. Donc c'est un mec qui fait son trou. Et effectivement, avoir une franchise comme ça, particulièrement pour cette génération à laquelle il appartient, des enfants des années 80, c'est plutôt intéressant. Maintenant, il faut voir ce qu'il compte en faire, parce que Skybound, tout n'est pas bon, déjà, pour commencer. Et c'est assez nouveau, quand même, pour une boîte d'Image Comics de récupérer un tel degré de propriété intellectuelle. Historiquement, Image a jamais vraiment été à fond dans ce travail de licence. Pour des majors, ça a toujours été plus la création originale qui était le cœur un petit peu de la boîte. Techniquement, après, Image édite déjà les séries Netflix, puisque les séries Miller World sont des séries Netflix. Ouais, mais c'est pas sous Skybound, hein, c'est pas sous Skybound, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, à voir. Moi, pourquoi pas, je lisais pas les comics de franchise avant, peut-être que. Ça dépend. Tu peux peut-être avoir une impulsion créatrice. Il y a beaucoup de gens maintenant qui font des pétitions pour que Larry Hama, qui est quand même très très qui a beaucoup écrit les comics G.I. Joe, en fait, reprenne le titre justement, puisse reprendre les comics G.I. Joe, parce que c'est lui qui a posé les bases il y a 30 ans, quoi. Enfin, ce qui est sûr, c'est grosso modo, ça interviendra à l'été 2022. Ouais. Donc on aura des annonces. Sûrement des annonces à décortiquer dans un futur front page, Corentin, alors. Ouais. Mais je t'avoue que par contre, c'est marrant, mais je m'imaginais absolument pas, en fait, Skybound, dans l'idée que j'ai de Skybound et avec sa prod, en fait, je les voyais absolument pas faire du comics de licence comme ça, quoi. Donc ça me laisse un peu perplexe. Techniquement, ils font du comics de licence, puisqu'ils créent des comics pour avoir des licences, mais c'est vrai qu'aller prendre les licences des autres, en plus il faut les payer, j'imagine, donc ça me paraît effectivement une dépense curieuse. Je pense que c'est un test que fait Kirkman. Mais Kirkman aussi, je crois qu'il avait déjà travaillé sur les adaptations de comics qui venaient d'autres
Parce qu'Abrams fait aussi de l'édition d'autres BD qui viennent d'autres secteurs que les États-Unis. Oui. Je crois ils étaient en discussion pour Last Man à un moment donné. Mais je sais plus si ça a abouti. Pardon, je sais plus si ça a abouti ou pas. Mais enfin voilà, il y a décidément, il y a effectivement une envie de grossir. Hein. À mon avis, c'est pas illogique. Et c'est cool que ça vienne quand même de ce mec-là qui. Faut juste manger gras et sucré dans ce cas. Qui justement reste Franchement, ça va. Un grand scénariste ou plutôt un grand bonhomme de l'industrie contemporaine. Voilà, tu sais, c'est un petit peu comme Tom Taylor, tu vois. C'est pas forcément, on va dire, un auteur qui va être mis en avant comme ce grand littérateur de la bande dessinée. Par contre, c'est un mec qui parle au grand public, c'est un mec qui vend beaucoup, c'est un mec qui attire l'attention des nouveaux entrants. Donc, non, moi je trouve ça cool qu'il puisse grossir, justement. Ça me fait plus plaisir que si ça avait été Marvel. Oui, en même temps, s'ils ont toutes les licences, à un moment, ça va devenir compliqué à gérer, quoi. Ouais, donc, J'imagine si Disney avait toutes les licences. Bon, bientôt. Ouais. Dans 10 ans. Très bien. Dans 10 ans, ouais, c'est ça. Allez, du côté, justement, parce qu'on parle de Marvel, il y a quand même première annonce qui a été faite pour Destiny of X, qui est la prochaine grosse étape éditoriale de la franchise X-Men. Malgré le départ de Jonathan Hickman, sachant qu'il a quand même un œil consultatif sur l'ensemble du projet, mais grosso modo, donc Destiny of X, c'est la prochaine grosse étape après Dawn of X, Reign of X. Donc maintenant c'est Destiny of X, donc les destins des X-Men, grosso modo, mais aussi avec le personnage de Destiny qui est capable de prévoir le futur. Et ça pose un problème parce que grosso modo, si vous vous rappelez dans House of X Powers of Ten, Moira McTaggart, qui a du coup le pouvoir de résurrection, rencontrait à un moment Destiny qui lui prédisait grosso modo qui lui disait que si elle l'empêchait en fait si elle mettait des bâtons dans ses roues, elle allait la tuer, grosso modo elle allait lui faire la misère. Et du coup sur l'île de Krakoa maintenant on peut ressusciter les mutants, mais Moira justement pour pas avoir de soucis a dit en fait on va pas ressusciter Destiny, grosso modo on la fait pas revenir entre les morts. Les pouvoirs de pression sont interdits, c'est ça, parce que c'est pas possible de pouvoir prédire le futur, ça foutrait trop le bordel dans le projet global. Et le truc c'est que ça pose énormément de problèmes parce que Destiny c'est aussi l'amoureuse de Mystique, grosso modo. Et c'est un peu il y avait quand même un gros projet de vengeance en fait de Mystique, parce que Destiny, prévoyant qu'on allait la lui mettre à l'envers et qu'elle allait pas être ressuscitée, avait dit à Mystique, s'ils font vraiment ça, fout le feu partout. Et grosso modo Inferno touche un petit peu à ces thématiques. Et donc on s'imagine que Destiny en tant que personnage aura aussi une importance assez grande dans cette prochaine étape éditoriale. Et du coup des nouveaux titres ont été annoncés. Donc il y a Immortal X-Men sur lequel on va revenir tout de suite après, Knights of X, qui est à mon sens peut-être une transformation du titre Excalibur, puisque celui-là a disparu dans le visuel qui a été présenté. Il y a Legion of X, qui à mon avis est la suite de Way of X de Cy Spurrier, et aussi le retour de X-Men Red, mais à l'inverse de la série Tom Taylor qui mettait en fait Jean Grey au centre de cette série. Là, X-Men Red, le Red c'est plutôt pour le rouge de la planète Mars, qui est devenu en fait la nouvelle base mutante. C'est Mars Araco en fait. Du coup c'est la nouvelle base mutante qui a été construite là-bas. Et donc ce Immortal X-Men, c'est écrit par Kieron Gillen, c'est dessiné par Lucas Werneck, qui a dessiné le Trial of Magneto de Leah Williams, et grosso modo c'est un peu présenté comme une forme de succession mais chez les X-Men quoi. Donc Kieron Gillen, c'est une série politique surtout. Il invoque les références of Cards, aussi VIP, The West Wing et tout. Donc a priori plus une série de tractation, peut-être un peu comique aussi, parce qu'on a vu que Kieron Gillen avait un peu de s'amuser sur les séries Marvel récemment. Et là il fait référence à des séries comiques aussi. Donc oui, pourquoi pas une petite série politique vraiment sur les couloirs entre guillemets de la mairie de Krakoa ou de la Maison Blanche de Krakoa. Moi, Gillen, je trouve qu'il est toujours aussi bon. Hein. C'est partie pareil des grands scénaristes contemporains. Pour les autres séries, c'est plus compliqué de se prononcer, effectivement, parce qu'on a très peu d'infos. On sait que Marauders va revenir très prochainement avec Steve Orlando au scénario. Donc, je sais pas si on va perdre en qualité. Bon, après, Steve Orlando, il est toujours en dents de scie, mais donc, du coup, Jerry Duggan abandonne l'écriture de Marauders. Knights of X, moi, je suis plutôt content parce qu'effectivement, on continue à poursuivre l'esprit un peu chevaleresque ou médiéval plutôt, ou épéiste de l'énergie X-Men, ce qui était un truc qui était très très important notamment pour Cross of Swords. X-Men Red, voilà, je sais pas trop quoi en attendre, mais Destiny of X c'est intéressant parce que, sans vouloir vous divulgacher quoi que ce soit, actuellement là Inferno n'est pas encore terminé,
il n'y a pas l'air d'avoir une fin, en fait, au run de Hickman. En fait, il y a une fin par rapport à l'annonce de ce qui va arriver à Moira McTaggart. Parce que voilà, comme tu l'as expliqué, c'est expliqué dans House of X précisément, mais à chaque fois qu'elle meurt, la réalité est rebootée, en fait, c'est son pouvoir de X-Men à elle. Et donc, si un jour elle meurt, la continuité actuelle sera effacée pour reprendre une autre continuité. Donc il faut à la fois éviter qu'elle meure parce que sinon c'est chiant, parce que tout est cassé. Mais en même temps, ça peut aussi, pour Marvel, permettre d'avoir une magnifique porte de sortie si un jour ils en ont marre et qu'ils veulent juste repartir sur du classique. Là, on voit bien que Krakoa est encore là, donc que Mystique n'a pas tout brûlé, que effectivement Destiny a priori ne sera pas considéré comme une ennemie ou en tout cas pas comme un personnage à abattre dans l'immédiat. Donc ça a l'air d'être une ère qui a été quand même réfléchie, même si on peine à trouver une ligne de fuite pour le moment. Il n'y a pas d'événement. C'est bien de se laisser surprendre un peu aussi des fois. Oui, clairement. En plus, c'est vraiment un truc qui est agréable à lire en ce moment, les X-Men de Marvel à tous les niveaux, même pas que sur les séries de Hickman. Donc on peut être effectivement assez enthousiaste, surtout s'il a défini des perspectives d'avenir avant de partir. Là, il est encore sur une série en Marvel Unlimited, je crois. Ouais. Tu confirmes non, il avait fait quelques numéros, mais en fait le X-Men Unlimited, c'est X-Men Unlimited sur Marvel Unlimited, donc c'est les Infinity Comics, en fait c'est des équipes rotatives. Donc il était au début, mais après il y a des nouvelles histoires toutes les semaines et pas forcément par Hickman, quoi. Okay. Voilà, bon, après moi je pense que Hickman a malheureusement ou heureusement d'autres chats à fouetter en ce moment avec l'univers Substack qui est vraiment un micro-univers en fait, et plus il en parle, plus tu comprends que c'est un vrai truc très 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 ambitieux. Mais il aurait d'autres plans chez Marvel dans l'immédiat, donc il va rester dans les bureaux d'à côté. Et à mon avis, de toute façon, Marvel a suffisamment conscience de ce qu'ils ont fait de grand avec ce run-là pour ne pas le gâcher tout de suite. Tout à fait. Et autre, parce que pour le coup, on va rester enthousiaste sur du Marvel, puisqu'on va sélectionner des projets qui sont cool. Notamment, un nouveau Grand Design, donc Hulk Grand Design par Jim Rugg, le pote de Dead Peace Corps et de Tom Scully. Oui, pour le pote, le collègue, le camarade, le vieil ami. Son frère d'une autre mère, moi je l'appelle comme ça. Son frère d'une autre mère, ouais, j'adore cette expression. Donc effectivement, Jim Rugg, qui est pas juste le pote de Dead Peace Corps, c'est aussi un artiste. Un designer, ouais. Un designer qui a été nommé aux Eisner pour ses travaux de design justement sur des bouquins. Très très bon designer effectivement, et qui a travaillé donc dans l'édition depuis un long moment, qui a fait des comics aussi comme Aphrodisiac, Street Angels aussi. Alors moi j'avoue, des trois entre guillemets, c'est celui que je préfère le moins entre le style de Dead Peace Corps ou de Scully, parce que Scully c'est ce côté et si Jack Kirby fait, des BD underground. Peace Corps c'est ce côté moi je fais des BD underground et je les fais tellement proprement et carré qu'en fait ça pourrait être un truc qui serait vraiment sorti à l'époque de la mode de Zap Comics et tout. Et Jim Rugg, lui, alors là, en l'occurrence, de ce qu'on voit de son Hulk Grand Design, ça ressemble plus à du Shaky Kane, dans le sens où c'est assez dépouillé. C'est beaucoup d'aplats pour faire les fonds et tout, et des personnages qui ont des traits assez cartoonesques. Donc ça va être top. Pour rappel, les Grand Design, donc c'est des séries de digestion chronologique, c'est-à-dire que ça prend tout l'historique d'un personnage, ça l'écrase pour tout faire tenir en quelques numéros. Donc vous aviez dans les X-Men plusieurs volumes qui partaient grosso modo des X-Men des années 60 pour aller jusqu'aux X-Men des années 80-90, et ça s'arrêtait grosso modo là. Après, a priori pour le Hulk, ils veulent quand même aller jusqu'au présent, donc jusqu'à Immortal d'après ce que j'ai compris. Non, pas du tout. Ah bon ? Non, ça reprend l'intégralité de la première série Incredible Hulk, donc en fait les 300... Les 300, ouais. 300 en fait c'est 400 numéros en tout, mais grosso modo ça va reprendre donc le premier volume ce sera sur les 300 premiers numéros. Après l'autre partie, grosso modo, ça reprend du 300 jusqu'à la conclusion du run par Peter David. Ok, d'accord. Voilà. Ça me rassure un peu parce qu'effectivement, s'il devait le truc, c'est que Immortal Hulk, c'est quand même un condensé au final de ce qui a été fait avant. En fait, c'est quand même pas une redite, mais ça reprend quand même plein de choses et ça fait une sorte de c'est pas de grande, du coup c'est pas un grand design parce que ça retrace pas l'historique, mais grosso modo c'est quand même un truc qui dit voilà tout ce qui a été fait sur Hulk et je vous le remets dans une histoire à tendance très horrifique, mais grosso modo ça reprend tous les grands vilains, tous les gros aspects très très importants de Hulk. Donc c'est tu vois, c'est déjà un peu une sorte de Hulk 101 grosso modo, donc ça serait bizarre de reprendre Immortal Hulk dans un projet tel que Grand Design. Non, bien sûr, mais je voulais plus dire considérer l'idée d'ailleurs de courir jusqu'aux années 2010, tu vois. Ouais, mais du coup non. Bah tant mieux, quelque part, parce que c'est aussi là que s'arrête l'ère du culte entre guillemets, ou l'ère du rétro-culte. Ouais. Parce que c'est vraiment ça, hein, les grands designs, c'est vraiment juste prendre les trucs que personne n'a lu parce que maintenant c'est trop vieux et que les gens rétroactivement... C'est chiant, ouais. Non, c'est pas que c'est chiant, c'est que ça vieillit, les codes sont plus les mêmes. Franchement, les comics du Golden Age, c'est un peu relou à lire quand même.
Du Golden Age, mais Du il n'y a pas Silver de Age Golden aussi. Age Hulk. Non, mais du Silver Age, je veux dire. Bah oui, des trucs bien. Il y a des trucs bien. Non, t'es dur, Bill Mantlo. Est-ce que c'est pas le Bronze Age, Bill Mantlo, je suis en train de me dire. Mais bref, non, mais c'est cool en tout cas. Et faites plus de grand design. D'ailleurs, je crois que j'avais déjà évoqué l'idée d'un Hulk grand design à l'époque où on en parlait. Non, ça me dit rien, non. Mais moi, ça me dit un truc. Moi, j'y crois carrément. Et surtout, bah, maintenant, on attend le Spider-Man grand design. Il faudrait trouver une quatrième personne. Bah, Spider-Man, ils ont fait Spider-Man l'histoire d'une vie. Ça a rien à voir. Non, c'est pas le même projet Rien qu'un à grand voir, je design, n'en mais dis c'est quand même. n'importe quoi. Mais c'est quand même un projet d'essayer de retracer l'histoire et l'historique du personnage. On parie un kebab. On paraît pas de kebab l'année prochaine, c'est les 60 ans de Spider-Man, donc bien sûr qu'ils vont faire un grand design Spider-Man. Et après, ils vont faire Hulk Life Story aussi. Enfin, tu vois, tout est réutilisé chez Marvel. C'est vrai. J'attends qu'ils fassent un Hulk Black, White and Green, tu vois. Black, White and Purple, peut-être. Black, White and Green, c'est bizarre quand même. Enfin, Bah ouais, mais en même temps. ça va être moche. Bah oui. Bah encore des Est-ce qu'elle est pas anthologies. en train de passer cette mode des Des anthologies, ça fait longtemps qu'ils en ont plus annoncé. anthologies colorimétriques. Peut-être que ça se vend moins maintenant, effectivement. Peut-être que les gens se sont dit, en fait, c'est une anthologie normale, sauf qu'il y avait juste deux couleurs, donc je me fais carotte, peut-être. Ouais, je ne sais pas. Je t'avoue que depuis le Wonder Woman Black, White and Gold, là, on n'en a plus trop entendu. C'était pas terrible d'ailleurs. On n'en a pas annoncé de nouvelles. Mais du coup, Corentin, je crois qu'on en a fini sur la partie comics. Eh bah, très bien. Ma foi. Alors, C'était court. on enchaîne. Bah non, une bonne heure 10, là, c'est pas si court que ça. Corentin, on continue avec la partie des adaptations. Yeah. Et du coup, The Boys va avoir droit à un spin-off animé qui s'appelle Diabolical. Ouais, alors ce qu'il y a de bien avec cette annonce-là, c'est que directement Garcenis. Allez, avec des l'écriture. épisodes. Ouais. Et vu que c'est de l'animation, on va pouvoir se permettre d'aller dans le vrai Garcenis, c'est-à-dire le Garcenis du crado, le Garcenis du surréaliste, le Garcenis du débile. Parce que la série, justement. Après, il écrit un seul épisode. Hein, mais voilà. Oui, mais c'est pas grave parce qu'il a été impliqué. Mm. Et on sait que Seth Rogen et Van Goldberg, qui vont aussi écrire 2 épisodes, sont de très grands fans de son travail. Ils voulaient déjà adapter, mais ont adapté Preacher et voulaient déjà adapter The Boys depuis assez longtemps. Donc c'est vraiment super chouette. Moi, j'avoue que The Boys, de toute façon, c'est ce qu'on dit à chaque fois. The Boys, ça a un intérêt à être fait en animation, comme tous les comics ont un intérêt à être fait en animation, parce que c'est le format le plus naturel et le plus pur pour transporter une bande dessinée qui est par essence un dessin. Je serais très curieux de voir la direction artistique quand même, du coup. Hein. Oh, je suis pas sûr que ça aille chercher du côté de Derek Robertson. Bah, c'est quand même assez. Je peux pas dire que c'est assez laid, mais c'est quand même particulier, Derek Robertson. Il faut le faire avaler au grand public. J'aimerais bien en fait que ça ait une direction comme ça, c'est très ancré, du coup très sombre au final, vraiment très noir comme ça. Peut-être compliqué à faire aussi parce qu'il y a quand même beaucoup de travail sur les visages et tout. Ouais. Bon. Ah bah s'ils veulent mettre du budget aussi, ils peuvent. Hein. Pourquoi tu me gueules? Bah je sais pas. Hein. Ça m'énerve aussi à un moment, mettez de la thune aussi dans vos projets là. D'ailleurs tu te demandes aussi si c'est pas aussi le succès d'Invincible, une série animée très gore avec des comics à la base, tout à fait, qui a pu débloquer ce truc là. Mais enfin, moi, l'Empire The Boys, parce que maintenant on peut parler d'un empire. Hein, bon, autant leur promo pourri sur 7 on 7. 7 on 7. Ça dure 5 minutes, c'est marrant. Ça dure 7 minutes dernier. Oui, ça dure 7 minutes. 7 minutes de ma vie que je ne reverrai jamais, que j'aurais pu utiliser à des trucs beaucoup plus intéressants, comme par exemple me faire un café ou aller aux toilettes. Ok. L'un n'empêche pas l'autre. Tu sais que c'est tu regardes sur ton téléphone, tu peux te faire ton café en regardant 7 on 7. C'est pas si. Non, attends. Le fait que tu ne sois pas multitâche. Ouais, bah non, t'es pas multitâche, c'est ton problème. Mais non, il y a des mecs qui me disent écrire un article. Du coup, je regarde la vidéo attentivement pour voir s'il y a une vraie info. Dans la vidéo, il y avait rien à la fin. C'était nul. Mais qui t'a dit de faire ça? Je sais, franchement. Qui te dit de... Ouais, mais un mec qui n'a pas de sapin de Noël. Ah, ok. Donc... hey, ça va. Oui, hein, excuse-moi. Pardon. Merci. On règle le compte. Non, mais voilà, l'Empire The Boys, il se porte bien. Le spin-off estudiantin, comme t'aimes bien dire, il me fait envie aussi. La série principale, j'ai toujours pleine confiance. Surtout plus la 3 à la limite, parce que j'ai l'impression que Kripke vraiment commence un peu à lâcher un peu les vannes de ce qu'il va se permettre de dire sur les États-Unis en général et pas juste sur les vilains nazis et tout. Enfin, il n'y a pas de mal à dire du mal des vilains nazis, évidemment. Surtout maintenant. Mais non, c'est super cool. Et effectivement, il fallait de l'animation, je pense, pour compléter un peu ce truc-là. J'espère limite que ça aura le même succès qu'Invincible. Enfin, ou le même succès que la série principale. J'en doute un peu parce que les gens, dès qu'on leur dit animation, mais voilà. Et il y a un très beau casting aussi, de mémoire. Il y a Andy Samberg de Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Il y a Aquafina. Bon, je suis pas le plus grand fan qui du écrit monde aussi d'ailleurs un épisode. Ok. Je suis pas le plus grand fan du monde d'Aquafina, mais c'est vrai qu'elle a une voix très agréable à écouter. Dude.
J'ai plus. T'as d'autres gens de casting Non, là, je les ai pas, non. Bon, écoute, mettons que c'est une bonne nouvelle. T'es content, Voilà. Arnaud? Moi, je suis content. Eh ben, c'est super. Plus ça. de The Boys, voilà. Parfait. Mais moins de Seven on Seven. Du coup, la question subsidiaire, Corentin, c'est est-ce que tu es content par contre qu'il y ait une adaptation de Battle Chasers qui soit en développement? Bah, c'est pas que je suis content ou pas content, ça m'intéresse pas en fait. Donc, et en l'occurrence, c'est pas de l'animation, c'est ça en fait. Non, c'est de live action. Le vrai point avec un mec de d'interrogation John du Wick à l'écriture. Là. Le mec de John Wick, ouais, qui a fait aussi Nobody, un autre actionneur avec Liam Bob Neeson. Odenkirk qui joue Better Call Saul. Comment t'as dit quoi? Non, ah oui, non, oui, ok, oui. Non. Tu sais, qui est primé là Oui, au Critics' Choice, machin, en meilleur film d'action, donc apparemment c'est pas mal. Donc c'est vraiment un vétéran du cinéma d'action qui. Alors je sais pas si on peut considérer que les John Wick sont des films qui sont bien écrits. Moi j'aime bien l'esthétique, mais c'est vrai que le scénario, bon bah voilà, il va d'un point A à un point B, il tabasse des mecs. Probablement que le scénario il dure 3 pages. Hein. Là il se tape avec un mec, là il se tape avec un mec, là il se tape avec un mec qui utilise un cheval pour taper c'est le mec. si réducteur de la façon dont les films d'action sont écrits, Corentin. Bah, non mais enfin, t'avoueras quand même qu'au niveau dialogue, John Wick, il n'y en a pas non plus. Oh, c'est profond. Non mais je dis pas que c'est pas profond. Ça dit beaucoup de choses sur la société quand même. Je Ça trouve fait qu'il y a quand réfléchir. même- il y a une parabole quand même sur le capitalisme et la crise écologique qui est assez intéressant. Alors, le analyser. capitalisme, pourquoi pas la crise écologique? Ça tue des chiens, les animaux qui disparaissent. C'est tout vrai. ça, la biodiversité. Putain, bien joué. oui, Il est tu fort, vois. hein. Tu vois, on sent que t'es critique. Ouais. Dans le 2 d'ailleurs, t'as une réplique pourrie où Ali Berry elle se fait flinguer son chien aussi. Et du coup, bah, elle se venge sur un mec, elle lui défouraille la gueule et elle dit Tati. Et John Wick il la regarde et il fait putain, t'es violente et tout. Et elle lui répond ouais, mais il a tué mon chien. Et il répond ah, mais je comprends. Alors. Ouais. Et t'es en mode ok, ça c'est une réplique méta par rapport au premier. C'est ça. Ah, Bah oui. quand même un peu. Bah oui, complètement. Par contre, il paraît que Pig, dans le même genre, est vachement bien. Oui, j'ai pas réussi à aller le voir quand il était, Ouais, moi quand non il plus. était au J'attends la cinéma. version Blu-ray. Donc, C'était déjà disponible en Blu-ray avant que ça sorte en France. Hein. ah bon, mais j'arrive Ouais. pas à le trouver, c'est bizarre. Oh bah tu sais pas chercher. Non, je sais pas, on en parlera Ouais. en micro. C'est n'importe quoi ce podcast. Donc, C'est la fin de l'année, on a le droit. Attends, de quoi on parlait déjà? De Battle Chasers. Battle Chasers, mais bien sûr, chef-d'œuvre des années 90-2000. Donc oui, Battle Chasers. c'est Respecte un peu Joe Madureira, s'il te plaît. Mais je respecte à fond. Il n'y avait pas d'ironie, c'est considéré comme un chef-d'œuvre, c'est pas moi qui dessine. Ok. Donc Joe Madureira, prodige du dessin, qui commence à 16 ans chez Marvel, qui fait notamment les Uncanny X-Men ou une race de X-Men, quelle qu'elle soit, avec ce style très manga, très, très gonflé, très bulky, très cartoon, très dynamique, qui a beaucoup marqué les esprits, qui était une sorte de réponse quelque part un peu intelligente à la mode du muscle, puisque c'était une mode du muscle qui était beaucoup plus créative que juste reprendre les contours de Jim Lee, ce qu'a fait beaucoup d'artistes à l'époque. Après ça, donc il a monté chez Image Comics une petite boîte pour faire Battle Chasers, qui n'a duré que 9 numéros en fait, puisque Joe Madureira, qui est un artiste très talentueux, a décidé de mettre ses talents au profit d'une autre industrie que la bande dessinée, qui est l'industrie du jeu vidéo. Il a fondé le studio Vigil Games, Darksider. voilà, qui a fait alors les deux Darksiders, parce qu'après lui a coulé Vigil Games pour aller voir ailleurs. Qui a fait depuis un autre studio qui, on ne va pas me revenir, c'est IPC quelque chose, qui a fait notamment l'adaptation de Battle Chasers en jeu vidéo, en RPG. Ah oui, je me rappelle de ça. C'est sur ouais. Switch d'ailleurs, hein, je l'ai installé mais j'ai toujours pas commencé à jouer pour... C'était pas terrible, je crois. Ah moi je vis Non. de bonnes critiques. Ok, Bon, je sais pas, c'est je l'ai moyen pas plus, fait. J'ai l'impression que je me rappelle qu'à l'époque c'était Alex Lecoq qui l'avait pris sur Switch et justement j'ai pas l'impression que c'était ouf non plus. Ouais. Quoi. Mais bon. Après moi je fais quasiment plus de RPG donc ça serait peut-être une bouffée d'air frais. Donc l'univers Battle Chasers qui de toute façon a été écrit comme un RPG, hein. C'est une troupe d'aventuriers qui partent à la baston contre un méchant, ils ont tous une caractéristique particulière, c'est un univers que lui décrit comme arcane punk, donc c'est du steampunk matiné d'influence science fantasy. Voilà, alors pourquoi est-ce que effectivement je dis que c'est culte? Parce que moi effectivement je n'aime pas Battle Chasers, enfin je comprends pas surtout l'engouement qui est autour de ça, mais il y a un vrai engouement. Joe Madureira, on parlait de Sullivan tout à l'heure, vous avez dû probablement entendre des gens comme Sullivan Rouault ou même Frédéric Sigrist, plein de gens comme ça qui ont vraiment grandi, qui sont tombés amoureux du style de Madureira quand ils étaient jeunes, et qui effectivement fait partie de ces grands disparus, parce que Madureira a vraiment, ça fait 20 ans que Battle Chasers est en pause, 20 ans depuis l'annonce du numéro 10. Il avait fait un Kickstarter promettant qu'il y aurait de nouveaux comics, il avait apporté beaucoup d'argent qui a priori a servi au financement du jeu vidéo, mais pas du tout à la création du numéro. Bon, c'est un peu une carotte de ce côté-là. Et pour ces gens-là qui ont attendu aussi longtemps, enfin ça arrive, enfin l'année prochaine on aura les 3 derniers numéros, mais pas dessinés par Joe Madureira, ce qui est un peu aussi la carotte dans la carotte. Donc là en l'occurrence c'est adapté en série télé par effectivement le mec de John Wick et en image réelle.
Ce qui est. Bah, ils veulent faire un truc de choix très curieux. fantasy pour contrer voilà tous les trucs de fantasy qui sortent, je sais pas, tu Mais vois. ce qui est bizarre, c'est qu'il y a quand même de la techno dans Battle Chasers, c'est notamment un personnage c'est un peu robotique. On va Techno dire. fantasy. Mais surtout, ça a coûté de l'argent. Quoi. Ah oui. Moi, je me demande vraiment qu'est-ce qui est passé par la tête des gens qui ont décidé de faire ça. Parce que bon, la franchise en elle-même, elle est plus vraiment aussi populaire qu'avant. C'est vraiment un truc de vieux lecteurs maintenant, Battle Chasers. Ouais, mais justement, c'est ces vieux-là, c'est ces vieux-là qui ont à peine 5 à 10 ans de plus que nous, voire parfois un petit peu plus, mais c'est eux qui ont le pognon. Oui. Donc mais pour les comics, ça marche, mais bah, pour acheter des coffrets Blu-ray avec une figurine designée par Joe Madureira, tu crois le mépris dans la voix là. Non, je méprise pas du tout. D'ici- Mais c'est pas du mépris, c'est un constat. C'est bien, il y a des trucs à faire autour, tu vois. Oui, mais plutôt de l'animation, non enfin... Bah, bien sûr qu'il faudrait de l'animation, mais c'est. Qu'est-ce qui se passe avec ta voix aujourd'hui? Mais c'est non, mais bien sûr qu'il faudrait de l'animation, mais non, mais ils sont cons ces gens. Non, mais c'est vrai. Vas-y, on annule ce podcast. Mais non, mais tu me dis. En vrai, sur chacun de ces projets, il faudrait de l'animation à chaque fois, mais tu te rends bien compte que l'animation, je veux dire, Spider-Verse a bien montré que les gens, si c'est pas du live action, ils ont du mal, ils arrivent pas à comprendre que l'animation c'est aussi pour les adultes. Peut-être que justement The Boys Invincible vont aussi contribuer un petit peu à changer cette mentalité dans l'esprit. Tu pourrais le faire en manga, tu vois, justement, parce qu'il y a ces influences en animé. asiatiques, RPG, et le manga, enfin l'animation, la japanimation marche encore, tu vois. Écoute, je pense qu'elle coûte moins cher que de mobiliser une équipe de tournage dans un monde de fantasy. Ça dépend comment tu l'as fait, si c'est du dessin à la main, machin, que c'est pas des modèles 3D que Ouais. t'animes, je pense que quand même ça coûte de la Ouais, merde. mais enfin, mais, attends-nous le plus personne ne travaille comme ça. Enfin, il y a quelques studios. Miyazaki, il y a t'inquiète pas que Orange, son prochain Miyazaki ça va te fait à la main comme ça. Hein. Oui, mais c'est Miyazaki. Enfin, Tu sais, tu vois, tu prends littéralement le boss du game. Ils font 1 minute de film par mois, c'est le truc, ça va prendre 5 ans à développer. Ouais, donc, c'est clair. Après, c'est aussi parce qu'il est très lent et je pense qu'il fait des allers-retours entre j'ai envie, j'ai pas envie. Mais autre sujet. Enfin, bref, c'est. J'adore ce. Tu sais, je suis désolé, ce mème avec le chat avec la tête de Miyazaki qui rentre et qui sort d'une pièce comme ça, il fait c'est mon dernier film, non, je reviens, non, c'est mon dernier, non, je reviens, et encore une fois, tu vois, c'est un peu ça, quoi. Ouais, bref, Miyazaki vivement son retour quand même. Non, mais c'est. Voilà, je te dis, mon point, c'est une bonne nouvelle pour les fans de Battle Chasers. On peut même se demander si, quelque part, Joe Madureira a pas décidé enfin de terminer la série parce qu'il avait ce contrat qui allait arriver. Si c'est le cas, je serais pas ni déçu ni content. Et on fera un podcast, de toute façon, c'est prévu sur Battle Chasers avec des gens qui ont lu et qui apprécient cet univers, qui pourront vous en parler beaucoup mieux que nous. Et probablement qu'eux ont un avis plus construit sur est-ce que c'est bien ou pas bien de le faire en image réelle. À mon sens, c'est du gâchis, parce qu'on peut quand même reconnaître le talent créatif de Joe Mann en tant qu'artiste visuel. Mais voilà, si ça lui fait de l'argent, si ça le motive éventuellement à créer de nouveaux univers, parce que c'est vrai qu'à part Battle Chasers et Darksiders, c'est un peu léger. Donc, voilà, à suivre. Mais limite, tu vois, je serais plus chaud pour un film Darksiders. Parce que j'aime bien cet univers. Ouais, mais un film d'animation, là. Ouais, un film d'animation. Ouais. Non, franchement, une série d'animation Darksiders par le studio qui a fait Arcane, là, je pense que ça peut défourailler sa mère, hein, clairement. Là, ce serait ouf. D'ailleurs, une série d'animation Battle Chasers par le studio qui a fait Arcane, c'est bon, les gars, en fait, vous l'avez, votre thune. Hein. Non, mais il y a des évidences et les gens ils vont faire du live action avec des trucs qu'on sera pas capable de faire. Ils sont nuls, quoi. Il y a des gens qui disent on va faire une série Hawkeye avec Jeremy Renner. Tu sais. Pardon. On est ainsi fait. Non, mais il y aura le Kingpin dedans. Tu veux parier un kebab sur le retour de Vincent D'Onofrio dedans ou pas? Mais moi j'y crois. Toi tu crois? Pas dans Hawkeye, mais. Enfin, peut-être dans Hawkeye, si remarque. Mais c'est qu'on avait déjà dit ça. J'avais déjà dit c'était débile de faire Echo sans le Kingpin. Et du coup, j'ai déjà anticipé. Tu penses que ce sera la version de Netflix? Enfin, je trouve oui, mais évidemment, par contre, ça c'est sûr. Non, mais c'est pas possible, ils ont pas les droits, ils peuvent pas. Si, ils ont les droits. Ça fait 2 ans, la période de rétention est finie. Oui, non, mais je veux dire, ils peuvent pas réutiliser, ils peuvent pas reprendre les séries Netflix chez eux. Par contre, tu vois. Non, mais on s'en fout de ça. Enfin, la continuité, tout ça. Le truc, c'est que s'ils ramènent ces gens-là, faut qu'ils ramènent Finn Jones, hein, s'ils font Iron Fist, du coup. Non. Ah bah, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre. Ah bah si. Ah bah non. Ah bah, tu peux regarder les 3 saisons de Daredevil, il y a pas Finn Jones dedans. Oui. Tu peux considérer que Daredevil est canon, mais pas Iron Fist. Oui, mais s'ils veulent ramener Finn Jones dans le MCU, s'ils veulent ramener Iron Fist dans le MCU, ils sont obligés de prendre Finn Jones. En ce moment, ils font un nouvel Iron Fist, là, asiatique. Voilà. Exit, Danny Rand, c'est fini, mon gars. Ouais. Non, mais t'inquiète, j'avoue, c'est pas idiot. C'est pas idiot. C'est des escrocs. C'est clair. Juste parce que les mecs ont mal casté leur putain de Danny Rand, on n'aura plus jamais droit à Danny Rand.
Et c'est pas grave. Allez, on continue. Un petit peu de jeux vidéo, Corentin. Un Open World Wonder Woman annoncé en développement par Monolith Productions, qui sont les gens qui ont notamment fait les jeux de Shadow of Mordor. On est content. C'est juste une annonce, c'est juste un teaser. C'était pendant les The Game Awards. D'ailleurs, le jeu vidéo Gardien de la Galaxie a gagné le prix du meilleur narratif, de la meilleure histoire. Donc moi, je suis plutôt content parce que c'était justement effectivement quelque chose qui m'avait vraiment plu dans ce jeu-là. C'était quoi les rivaux? Je sais plus. Je sais pas. J'ai juste vu les Leroy, j'ai pas vu qui d'autre était dans la catégorie, mais il y avait vraiment, c'est vrai, il y avait une bonne histoire et surtout il y avait une super écriture et d'interaction en fait entre les membres des Gardiens, c'était vraiment super plaisant à suivre. C'est Eidos Montréal qui est développeur. Mais donc bref, il y a eu un teaser d'annonce d'un jeu vidéo Wonder Woman et c'est le directeur de Monolith Production qui parle justement d'utiliser un système Nemesis pour doper l'open world et y mettre du narratif et tout ça. Donc a priori ce sera un jeu en monde ouvert Wonder Woman, à voir si ce sera du vrai monde ouvert ou plutôt du semi monde ouvert. Moi je préférais juste un jeu narratif à la God of War personnellement, mais bon tant pis. Moi aussi, mais quelque part c'est intéressant. C'est cool d'avoir Wonder Woman. Baptiste et Miskira et qu'ils posent des zones qui correspondraient à différents dieux de l'Olympe et tout, où tu pourras aller te balader, des foyers du démon. Non, moi je trouve le projet au moins ambitieux. Ouais. Clairement, ils ont pas intérêt à souper pour le premier jeu vidéo solo à Wonder Woman, je crois. Ouais, complètement. C'est possible, hein. Complètement, à part dans les Lego et dans les Injustice, etc. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il m'avait semblé. En tout cas, ce sera le premier de cette dimension, c'est sûr. Ouais. Enfin, peut-être des jeux mobiles qui étaient sortis pour suivre le film. Je sais plus. Ouais, non, je crois même pas. D'ailleurs, ça n'a rien à voir avec l'esthétique des films, puisque c'est pas Gal Gadot. Enfin, le modèle physique ne ressemble pas à Gal Gadot, ce qui est une bonne nouvelle, je trouve. On n'a pas eu de vrai comme ça projet un peu séduisant, enfin de ce calibre-là, à mon sens, depuis les Arkham, parce que c'est la potentialité d'une nouvelle franchise sur une héroïne qu'on a rarement vue, avec un nouveau gameplay à définir, qui je pense va quand même rester du TPS, du TPS de la vue, troisième personne, pas forcément shooter, mais probablement aussi pareil comme les Arkham du beat'em all, avec des vagues d'ennemis, avec des très gros boss, etc. Peut-être que du coup, vu que ce sera Wonder Woman, ce sera un peu plus sanglant parce que Wonder Woman, elle tue. Faut voir, ça j'avoue, je me rends pas trop compte. Moi j'aimerais bien. Si elle tue j'aimerais vraiment que ce soit l'esprit God of War, que ce soit vraiment God of War, Hades. tu vois, mais avec Wonder Woman, mais qu'elle défouraille du strum et tout ça. Ça fait des années qu'on en parlait de ce projet-là. Enfin, on rêvait ce projet-là. Quand Kratos il est nuclé, les cyclopes et tout là, c'était tellement marrant quoi. Ouais, ça je pense pas qu'on ira à ce point-là, ça reste la licence. Franchement, ce sera marrant. Mais c'est vrai quand même que les Shadow of Mordor, enfin le Shadow of Mordor, les deux jeux de la Terre du Milieu, c'était des bons titres, qui justement faisaient un gros amalgame entre Batman Arkham, aussi Assassin's Creed un peu. Et il y avait cette mécanique du Nemesis, alors j'ai pas conscience, je suis pas programmeur de comment ça fonctionne, mais qui apparemment densifiait le narratif par rapport aux réactions du joueur, à la choix et conséquences, un peu à la Deus Ex. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on aimerait justement attendre ou entendre d'un jeu Wonder Woman. Mais non, je veux vraiment bien un truc où t'as Themyscira qui est la ville, grosso modo, et t'as toute l'île. Et dans l'île, t'as des zones qui appartiendraient comme justement à Arkham, où t'as le casino du pingouin. Où t'as je vois. Franchement, non, mais ça me paraît vraiment logique. Et tu peux faire un jeu d'une vingtaine d'heures avec des missions annexes. Avec l'île qui est envahie par je sais pas quoi. Et puis voilà. Par contre, s'ils nous font un jeu à la con en mode Wonder Woman à la Première Guerre mondiale avec Steve Trevor, là, ça m'intéresse beaucoup moins. Sauf si, ça dépend si c'est Steve Trevor qui doit se sacrifier et que tu dois faire un QTE pour qu'il explose son avion. QTE pour récupérer la montre. Ouais, c'est ça. L'enfer. Allez, par contre, justement, tu parlais de Rocksteady et de Arkham et tout ça, donc on a eu un trailer de gameplay pour Suicide Squad Kill the Justice League où tu vas pouvoir incarner Deadshot, Harley Quinn, King Shark ou Captain Boomerang dans des vagues de faceless contre des vagues de faceless enemies pilotées par Brainiac. Mais avec quand même des membres de la Justice League en guise de boss, jeu multi-coopératif sur des grosses maps, machin, qui fait a priori pas mal usage de verticalité. En fait, tous les personnages peuvent vraiment se déplacer dans les airs et tout ça. Ça tire beaucoup, ça fait du corps à corps en fonction des personnages. J'écoute, ça a l'air plutôt fun quand même. Après, c'est vraiment pas ce que moi j'attendais forcément d'un Rocksteady, parce que j'ai vraiment aimé l'expérience solo des Batman Arkham. Mais ma foi, ça a l'air quand même plutôt fandard, je sais pas. Ouais, ça a l'air fandard, effectivement. C'est un peu le qualificatif le plus évident. Ça a l'air bordélique. Enfin, ça a l'air joyeusement bordélique. Ouais. Ça a l'air vraiment, tu tires, t'as 40 déflagrations, les mecs qui volent et tout, tu te déplaces super vite d'un point A à un point B, tu peux effectivement grimper au mur si t'as King Shark, tu peux voler avec le jetpack de Deadshot.
Harlequin, elle a des ça- grappins. Elle a bien les coups des grappins. Ça a pas l'air aussi précis qu'un vrai jeu de tir à la troisième personne. Non, parce que c'est là, plutôt tu Gotham défends City rien. Imposters, tu vois, les trucs un peu fun comme ça. Ouais, en fait, ouais. Ou enfin, Le ça, truc, ça ressemble quand même Splatoon. beaucoup à. Ouais, Splatoon aussi. Ça ressemble quand même beaucoup à toute cette mode en fait du jeu multi où le but c'est juste de s'amuser, de faire du frag gratos et tout. Donc ouais, non, pourquoi pas. J'avoue que, enfin, pareil, moi par rapport à la Suicide Squad, c'est pas exactement ce que j'ambitionnais. Par rapport, tu vois, à la scène où ils infiltrent le camp dans le film de Gunn. Ouais. Tu vois, moi j'aurais bien vu un jeu d'infiltration à la Arkham, un peu fun et tout. Enfin, un peu fun, un peu, justement, non, un peu brutal et tout. Bon, là, clairement, on est dans le côté popcorn. Les gens aiment bien la Suicide Squad parce que c'est une comédie. Donc, on va faire un jeu comique, on va faire un jeu bourrin, on va faire un jeu où ça explose et tout. Visuellement, je trouve ça toujours aussi désagréable. La DA est pas, un peu bizarre quand même. C'est vraiment ce je sais côté pas. Fortnite. Ouais, il y a un côté Tout Fortnite de tout ouf, est quoi. bleu-violet, flashy, pop, bonbon. Non, c'est pas trop mon délire. Après, voilà, oui, si tu veux qu'on se fasse une partie. Ah, bah, de toute façon, on ira le Critique la tester, gueule, on ira le tester. Tu es comme à Smash Bros, peut-être, c'est ça? Ouais, c'est ça. Allez, pardon. Reste Tu tranquille. veux qu'on en reparle? Reste bien tranquille. Pardon. Je disais donc Pardon. un nouveau trailer pour la série, enfin un premier trailer d'ailleurs, il me semble, un nouveau trailer pour la série Peacemaker qui arrive donc début janvier sur HBO Max, qui n'a toujours pas de créneau de diffusion en France. Ma foi, avec du coup un pseudo Deadpool aux côtés dans ce vigilante complètement Je stupide. l'adore. Ça a l'air cool, quoi, du coup. Ça a l'air très content, cool, franchement. hein. Mais c'est rigolo parce que quand on compare justement cette première série d'essai pour HBO Max, justement, qui est Peacemaker, par rapport à ce qu'a proposé Disney+, enfin Marvel Studios, Disney+, t'as vraiment l'impression que c'est un truc complètement différent avec la même formule, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est le côté, voilà, le héros un peu loser, qui va bastonner, un côté un peu urbain, un côté un peu mix comédie, action, dépression et tout. En gros, c'est un peu la série Hawkeye si elle avait été filmée par quelqu'un. Et pas par l'algorithme de caméra de Disney+. Quel bâtard. Pardon. Non, mais parce que Tu manques de respect aux gens qui depuis travaillent. j'ai rattrapé dur. la fameuse scène avec le plan séquence, là, et je trouve ça tellement naze. Et du coup, ça me fait rire de voir que James Gunn, bah, ça reste quand même un mec qui s'est tenu en Quelle caméra. conséquence Sur le La toit, là bagnole. Non. Non, Ouais. la course-poursuite, là Voilà, c'est ça. Oh là. Non, mais ça, c'est. Parce que Oh j'ai là. vu des gens vraiment s'extasier dessus. Oh là là là. Ça déchire. et Oh tout. là là, ouais, non. C'est bon. Donc, tout ça pour dire Ouais. que Peacemaker, ça a l'air bien, ça a Oui. l'air écrit, et en plus, ça assume ses intentions, où tu sais, il y a le côté. C'était un vilain dans le premier, là, il dit lui-même qu'en fait, il faut finir par l'apprécier à terme, tu sais, où il dit I'm a grower, not machin. Il y a un aigle. Il y a un aigle, Igli, il est trop Il y a bien. Igli, l'aigle, il y a c'est trop effectivement cette relation un peu frangin, débile avec Vigilante, qui est complètement méta par rapport aux comics, justement. L'équipe a l'air sympa, c'est très beau, c'est très généreux, ça a l'air super fandard. Moi, John Cena, il me va bien, enfin, il a l'air vraiment d'être à fond dedans et tout. Il est toujours en slip aussi. Toujours en slip, effectivement. La musique, James Gunn style, c'est vraiment, voilà, c'est dans la continuité pardon, du travail de Gunn avec ses salauds attachants, en fait, ces gros nuls attachants qu'il a toujours fait depuis Guardians 1. Moi, enfin, le mec me déçoit pas. Il continue à être bon, à régaler, en fait, vraiment, c'est le mot que j'ai envie d'utiliser. Il continue à régaler. Tout ce qu'il fait, grosso modo, tu sais que tu vas sortir en mode genre, ah, franchement, c'était pas mal et tout, je me suis bien marré et tout. Donc, ouais, franchement, big up et faites des séries de metteurs en scène et pas juste des séries de commandes un peu nulles, quoi. Et on s'en sortira mieux. Allez, rendez-vous. T'as pas mis dans la news que la série Pingouin, a priori, enfin la série. Oui, que Colin Farrell allait reprendre son rôle, voilà, effectivement. donc ça veut dire quand même que ça va attendu, avancer, quoi. Ouais, parce que maintenant que Batman est fini de tourner, peut-être que c'est la prochaine étape. Ce qui, pareil, est a priori une meilleure nouvelle que plein de projets, justement, un peu plus nuls. Effectivement, mais on en reparlera quand on aura encore plus de détails là-dessus. Et donc on va terminer ce podcast avec la partie cinéma. Une première nouvelle, du coup, un film animé Metal Man est en développement par Ron Clements et John Musker, qui sont deux vétérans, pionniers de l'animation chez Disney, à qui on doit Aladdin, La Petite Sirène, ce genre de grands classiques de l'animation à l'ancienne de chez Disney. C'est de leur faute si vous chantez des chansons de merde aux soirées karaoké, clairement. Et par contre, du coup, ça m'a juste interpellé parce que du coup, on avait parlé d'un film en live action, Metal Man, il y a pas si longtemps, donc qui a priori, en fait, ne se fera pas. Ou alors peut-être que la personne, je me rappelle plus. Barry Sonnenfeld. Voilà, peut-être qu'en fait, qui parlait de ce film-là, en fait, de ce projet plutôt. C'est un peu bizarre parce qu'il disait que le film avançait, donc peut-être que c'était pas en fait un film sur lequel c'était pas son projet là, mais que c'était remplacé. Si en fait les Warner Bros a pas récupéré son projet à lui pour pour transformer, faire un film, mais il est pas annoncé dans le truc, donc non, pas du tout, non. Peut-être qu'en fait
Ils lui ont mis une Mais grosse il disquette fait- comme ça là. Après, Barry Sonnenfeld, ça fait un bac, il a plus vraiment de carrière et que c'était assez logique. Il en parle depuis quasiment 10 ans, ça n'avançait pas et que lui, qui en parlait, Warner, on n'a jamais parlé. Donc, qu'est-ce que tu veux, c'est la vie. Ouais. Donc les Metal Men, voilà, qui selon les versions sont soit des robots créés par un scientifique avec différents types Dr de Magnus. métaux, Dr Magnus, ou bien une équipe un peu à la Fantastic Four qui en fait s'est retrouvée transformée après une expérience un peu bizarre. Voilà, personnages emblématiques du Silver Age qui a priori sont encore une fois dans la catégorie des personnages cultes et sous-estimés que par beaucoup de gens. Je crois qu'ils ont travaillé un peu avec Métamorpho à un moment donné. Après c'est chelou, hein. Franchement le Metal Man c'est chelou de ouf. Tu sais qu'il y aura pas. ont été réutilisés dans Metal aussi. Ouais, parce qu'il y avait, de toute façon, il y avait même une série Metal Man d'Anne Didieu qui avait été faite où ils avaient inventé un nouveau Metal Man avec le Nth Metal qui était super important dans. C'est la dernière série d'Anne Didieu dans Darkness Metal. Tout à fait, c'est son baroud d'honneur chez DC Comics. Comme Quel quoi, baroud. voilà. On a retenu le. C'était waouh, trop bien. Mais après, elle était pas trop nulle, tu vois. Mais après, je t'avoue que les Metal Man, ça fait partie de ces personnages avec lesquels moi j'ai un petit peu du mal à accrocher, tu vois. Alors qu'il y a des trucs super bizarres que j'adore. Mais je sais pas, les Metal Man m'ont jamais vraiment parlé, tu vois. Et moi, je pense que ça devrait, si on pointait du doigt le bon run à lire, mais honnêtement, toujours pareil, le manque de temps, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est cool que voir que Warner Bros. Fait aussi de l'animation à côté. C'est typiquement le genre de personnage que tu peux faire à part d'un univers sans impliquer qui que ce soit d'autre de héros costumés. Complètement. Ouais. Donc, oui, il y a moyen de s'amuser. Après, je animation me pose la 2D, là, pas 3D, j'espère. Hein. Pas un truc pour gamins comme Crypto Super Chien, par contre, je pense que ça, tu peux oublier. C'est quand la dernière fois que le studio a fait un truc, un long métrage ciné en 2D, quoi. Spider-Verse, c'est pas complètement 3D non plus. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? C'est complètement de la 3D, Spider-Verse. Ouais, c'est des dessins plaqués sur des modèles 3D. Oui, mais remarqué quand même. Oui, bien sûr. Mais tu vois ce que je veux dire dans le style, tu vois. Évidemment. Ah oui, non, c'est mais pas comme Pixar. Viser ça, c'est envisageable, mais après, peut-être pas avec les Metal Men. Enfin... Bah, pourquoi pas? C'est loufoque, hein. Ça peut être marrant, ça peut être complètement. Je pense que ça peut être méta aussi. Oui, on verra. Pourquoi pas? Moi, je serais chaud aussi. Hein. En tout cas, demande qu'à aimer. Ça rend curieux. Et qu'est-ce qui rend curieux aussi? Je n'ai pas de vanne là-dessus, donc on va continuer avec la news d'après. moi, j'ai plein de vannes là-dessus. Là, qu'est-ce qui rend curieux? Non, rien du tout. Vas-y. Non, rien. C'est les blagues pas très micro-friendly. Ok. Alors, Kevin Feige affirme que si Daredevil doit revenir dans le MCU, ce sera bien Charlie Cox. Prêt, Paris, gagné. Boum, boum. T'as perdu. Tu me dois un kebab. Voilà. Il est dans le doc. Hein. C'est pas le pari. Je vais te relire le pari du doc, quand même, parce que tu prends trop tes aises sur ce genre de choses. Et voilà. Regarde. Donc c'est vrai qu'on l'a ouvert. On a un document. D'ailleurs, faut qu'on vous donne le lien qui s'appelle First Print, les paris kebab. Et donc le pari, c'est il y a Daredevil, Charlie Cox dans Spider-Man No Way Home. Ce n'est pas la même chose du tout. T'inquiète. Ce n'est pas du tout la même chose, Corentin. Pas, mon pote. On va discuter. Toi. Ouais, on verra. On n'a pas vu le film, hein, alors on enregistre ce podcast, ni moi, ni Corentin avons vu le film, donc il n'y a pas de spoiler du tout. C'est vraiment juste un pari bête et inutile. Donc, alors, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Ça veut à la fois dire que si un jour ils font Daredevil, évidemment, ils prendront Charlie Cox parce que c'est pas non plus des enfoirés totaux. Mais voilà, dans l'idée, ils n'annoncent pas de projet ou de film, de série Daredevil, etc. Par contre, comme on l'a déjà dit, moi, ça me paraissait assez bizarre de faire une série Echo sans Daredevil, parce que c'est là qu'elle est apparue et c'est un personnage qui a longtemps été relayé au second plan dans la vie de Daredevil. Et parce que c'est la fille adoptive du Kingpin, donc qui dit Echo dit Kingpin, qui dit Kingpin dit Daredevil, c'est comme ça que ça marche, même si beaucoup de gens considèrent que le Kingpin est un vilain de Spider-Man, c'est quand même, je suis désolé, plutôt un vilain de Daredevil. On peut se passer du Kingpin dans l'univers de Spider-Man, on peut pas s'en passer dans l'univers de Daredevil. Donc c'est vraiment cool si ça se fait. Moi j'avoue que même si j'étais pas forcément très confiant, je finis par me dire que honnêtement je préfère avoir un mauvais Daredevil chez Marvel Studios pour boucler la boucle, parce que la saison 3 se terminait quand même de manière un peu abrupte et ouais, il y a quand même pas forcément de vraie fin, de vrai payoff à cette série qui pour moi était vraiment très cool. Donc juste le revoir, c'est le genre de fanservice qui me plaît en fait. C'est-à-dire que c'est vrai, parce qu'on est toujours là nous à critiquer les fans qui juste s'extasient de voir Alfred Molina revenir après 15 ans dans un film qui a quand même pas l'air aussi renversant qu'à l'époque. Ouais. Mais moi, voilà, il y a des zones aussi qui me parlent comme ça parle à ces gens-là, en fait. C'est le fait de revoir Charlie Cox. C'était à l'époque, pour moi, une révolution. La première saison de Daredevil, c'était vraiment genre, ah, Marvel maintenant fait du Bresson, le premier plan séquence, tout ce côté, les acteurs castés parfaitement à chaque fois, tout le run de Bendis qui passe au hachoir et tout.
Donc, ouais, juste pour le revoir lui et pour avoir l'hypothétique suite qu'on aurait aimé avoir à l'époque. On sait qu'ils vont faire Moon Knight, on sait que bon, l'univers de Spider-Man va continuer à se développer et qu'a priori, il y aurait peut-être des plans pour Miles Morales. En tout cas, c'est ce que Tom Holland a l'air d'appeler de ses voeux. Je vais pas dire, je sais pas, enfin, rapidement, dans la partie ciné, on pourrait aussi dire que Tom Holland a dit récemment qu'il voulait pas jouer Spider-Man jusqu'à ses 30 ans et qu'il espérait que Marvel Studios irait un jour vers Miles Morales. C'est quand même intéressant de le noter. Donc, ouais, non, mais Charlie Cox qui revient, qui reviendrait. Bonne nouvelle. S'il peut ramener ses deux copains et son vaillant adversaire, je serais content. Par contre, si on peut recaster Bullseye, ça, je suis très content aussi. Bon, ouais, ça va, là, c'était pas le pire. C'était pas le pire, non? Non, mais c'était pas Bullseye. Ouais. Oui, c'est vrai que c'était Bullseye Ultimate, c'était pas le vrai Bullseye, quoi. Oui, c'est ça, ouais. Allez, Daniel, on se rend pas de surprise là-dessus. Destin Daniel Cretton, confirmé pour Shang-Chi 2. Il y aura aussi une série Disney Plus en développement, mais pas forcément liée à l'univers Shang-Chi. Enfin, j'ai pas l'impression que c'était forcément lié. Pas forcément. D'ailleurs, selon Kevin Feige, Destin Daniel Cretton mériterait l'Oscar du meilleur metteur en scène. Ah bah oui, ouais, bien sûr. On est d'accord. Il n'y a pas eu de meilleur film cette année que Shang-Chi. Attends, je réfléchis. Non. Non. Si, quand même eu Venom 2. Ah, j'avoue. Bataille de 7ème art, clairement, là. Donc, Destin Cretton qui revient, c'est cool, c'est logique, parce que Shang-Chi est le plus gros succès de Marvel Studios cette année. Pour l'instant. Économiquement, ouais. Après, ils vont se partager avec Sony Pictures. On a aussi le milliard de dollars de Spider-Man et je maintiens qu'il ne les fera pas. Du coup, oui, forcément, maintenant, oui. Mais franchement, tu t'accommodes très bien des soubresauts de l'actualité, Corentin. Hein. Petite merde. Voilà. Parce que oui, j'avais parié qu'il allait faire le milliard, mais parce qu'à l'époque, Variety avait dit qu'il allait très certainement sortir en Chine, et maintenant, ils changent de fusil d'épaule, ils disent, en fait, finalement, non. Parce que pourquoi? Mais parce que les États-Unis ils font les coqs en disant on n'enverra pas nos de représentants aux cérémonies des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin, mais on va quand même envoyer nos sportifs, donc c'est stupide. Et on n'invitera pas Xi Jinping au sommet de la démocratie. Voilà, en même temps, c'est logique. Il n'y a pas de raison. Non, c'est ça. Oui, mais ça l'a vexé apparemment. Quoi. Donc, c'est fou comme les dictateurs se vexent quand on leur dit que ce sont des dictateurs. C'est dingue, c'est marrant, tu vois. C'est comme les racistes quand on leur dit qu'ils sont racistes. Ouais, c'est chaud. Donc, pourquoi on parlait de ça déjà? Parce que Destin Daniel Cretton est confié pour Shang-Chi 2 et que c'est cool, voilà. Cool. Meilleur metteur en scène de l'année. Exactement. Voilà. Et alors en série Disney+, là ils sont quand même assez charrés, je trouve. Enfin, qu'est-ce que tu veux sur sa sœur. Non. Bah si. Luc. Ils font une série sur un personnage secondaire d'une série qui était déjà un spin-off de film avec Agatha Harkness par exemple. On a été à 2 doigts, je pense, vraiment d'avoir une série sur Jimmy Woo, hein, vraiment, parce qu'il y en a quand même qui ont fait une pétition pour ça. Donc je vois pas pourquoi il y aurait pas une série sur la sœur de Shang-Chi. Notamment avec la fin, avec sa mainmise sur mais sur la fin elle annonce quand même plus Shang-Chi 2 qu'un spin-off. On ne sait, tu sais, il peut y avoir une intrigue de second, il y a une intrigue d'entre-deux, je sais pas, tu vois, ça peut permettre de présenter un nouveau personnage qui serait asiatique, qui remplace Danny Rand par exemple, tu vois. Oui, dans ce cas-là, dans ce cas c'est une Iron Fist. Voilà, hein. Il réfléchit pas, le Corentin. Bah oui, il réfléchit pas. Bah alors. Si, j'ai dit qu'ils allaient faire juste avant que tu me parles. Cache ton ventre. Iron Fist. Cache ton ventre, là, s'il te plaît. Me dégoûte. Tranquille. Donc. Ça sent que c'est la fin. Hein. Non, par contre, oui, non. Mais moi, je serais limite content s'ils faisaient pas juste un héros asiatique, en fait. C'est pourquoi mettre Destin Cretton sur forcément les tokens de personnages asiatiques. C'est un bon metteur en scène. Il a fait d'autres trucs que des trucs asiatiques. Il y a moyen aussi de pas juste réserver les projets X à des personnes qui sont dans la catégorie que ça concerne. Oui, bien sûr. Non, mais ça bien entendu. Mais après, c'est juste que par rapport au fait que souvent, enfin voilà, c'est le réalisateur, il est sur une licence, en fait, sur un micro-univers limite avec Shang-Chi, que instinctivement tu te dis, en fait, il était embauché pour être le chargé de Shang-Chi. Comme John Watts est le chargé Spider-Man, tu vois. Comme Ryan Coogler est le chargé Black Panther, et voilà, tu vois, c'est juste ce genre de choses là, quoi. Après, oui. Comme là, c'est Peyton Reed qui est le chargé Ant-Man, tu vois. Oui, enfin, en l'occurrence, au départ, c'était Edgar Wright, malheureusement. Oui, non, mais. La vie est cruelle. Oui. Donc, ouais, voilà, très bien. Et j'ai pas de pronostic pour la série, parce que très honnêtement, si c'est juste pour la sœur de Shang-Chi, ça m'intéresse pas. À mon avis, il a autre chose à défendre, ce gars, que juste faire des spin-offs de Shang-Chi. Je suis d'accord avec toi sur le principe, mais dans les faits, on s'aperçoit souvent que, voilà, on est très souvent déçus dans cette partie de l'actualité. Justement, on disait donc pas de sortie en Chine, a priori, pour No Way Home, quoi.
Là, pour l'instant, il n'y a pas de sortie en Chine, effectivement. Donc, a priori, faudra voir à terme. Oh, c'est où ils doivent avoir tellement les nerfs parce que Sony en plus ils draguent les Chinois, mais de toute façon tellement. Bah, rappelle-toi quand Far From Home était sorti, il y avait eu des posters réservés à la Chine, tu avais Spider-Man sur la Grande Muraille et tout. Oui, c'est vrai. Ouais. Et puis des trucs pour le Nouvel An chinois aussi qui avaient été faits avec lui. Donc même Sony en général par rapport à Venom 2, puisque Venom 2 n'aura pas non plus de sortie en Chine. Alors que là il est à 495 millions de dollars, donc il va vraiment je pense réussir à faire les 500 millions au total. Malheureusement je pense aussi, et ce sans les 281 millions, non 261 millions qu'avait rapporté Venom 1 en Chine. Donc ils doivent quand même vraiment être dégoûtés, et en fait on voit bien que c'était un quart en fait de leurs entrées. Ouais, c'est ça. Pour Spider-Man c'est effectivement surprenant parce que le public chinois est très friand de Spider-Man. Même si, comme tu l'as dit, voilà, il y a des variables géopolitiques à prendre en compte. Il faut se rappeler que la Chine utilise vraiment très souvent son système de distribution comme une arme, un levier géopolitique. Là, par exemple, après 5 ans à avoir bloqué les films sud-coréens, alors la raison est très conne quand même, c'est les Sud-Coréens ont acheté des armes de défense aux Américains, des boucliers antimissiles en fait. Donc ils les ont installés à la frontière avec la Chine, au cas où la Chine un jour veuille les envahir, ce qui est quand même relativement proche de ce qu'ils pourraient faire. Et les Chinois se sont vexés, en mode genre, ah ouais, vous n'avez pas confiance? Et bah du coup on bloque vos films. Et pendant 5 ans, il n'y a pas eu de films sud-coréens là-bas. Donc il n'y a pas eu Parasite, il n'y a pas eu tout ça. Ah bah ils se privent de bons films, c'est un peu dommage quand même. Bon. Ouais, bah là a priori le bouclier a été levé, enfin le blocus a été levé, l'embargo a été levé effectivement, alors je sais pas trop pourquoi. Ils accueillent aussi beaucoup de films indiens, beaucoup de films japonais aussi, bizarrement. Il y a une ouverture des frontières par rapport à ça pour compenser le fait que petit à petit ils reculent sur les sorties de films américains. Donc c'est quand même très curieux pour un studio qui a tellement imposé de normes et de pression au studio américain. On avait parlé du drapeau de Top Gun 2. Ouais. On avait parlé aussi de quand John Cena avait dit que Taïwan serait le premier pays où Fast and Furious 8, 9 allait sortir, et qu'il avait dû s'excuser en mandarin en disant qu'en fait Taïwan n'était pas un pays, que c'était une propriété de la Chine et tout. Non mais je te jure, il y a vraiment un nombre de trucs comme ça. Alors que Hollywood fait tous les efforts du monde pour les séduire, parce que eux, la morale, la dictature, etc. Ça, bah non, voilà, l'argent n'a pas d'odeur, ni de couleur. Et typiquement, là, voilà, finalement, ils sont rattrapés par le fait que ça reste une dictature et que les politiciens sont obligés un petit peu au bout d'un moment de s'en rendre compte. Même si Macron a dit qu'en fait, il n'y a pas de sujet, que c'était de la parade et de la posture, et que lui, il enverrait carrément les ambassadeurs français au JO de Pékin. Donc voilà, il faudra voir comment ça évolue. Là, c'est des trucs qui nous dépassent un peu. Nous, on n'est pas analyste politique ni expert des tensions entre États-Unis et Chine. Moi, à mon avis, la finalité logique du système chinois, c'est de devenir très autonome. Ouais, indépendant, en fait, quasiment. Les critiques ont été adressées à Shang-Chi. Presque en autarcie, en fait, tu vois. Ouais, complètement. Les critiques ont été adressées à Shang-Chi, c'était vraiment, c'est pas aux États-Unis, aux Américains, de présenter un héros chinois. C'était leur rhétorique, c'était c'est l'appropriation culturelle. En plus, ils ont choisi un mec qui alors je crois qu'ils ont fait des critiques sur le physique. Oui, non, ils ont fait des critiques sur le physique parce que a priori, alors je sais plus si ça correspondait pas assez en fait aux critères de beauté de Chine, et que du coup ils avaient exprès choisi des gens qui sont considérés comme moches pour se moquer en fait des Chinois. Voilà, c'est ça. Donc l'argument en fait. C'est une rhétorique nationaliste comme on en a en France quand Arsène Lupin est joué par un noir, sauf que c'est pas vraiment Arsène Lupin, mais c'est pas grave parce que vous êtes con. Voilà, c'est les mêmes. Il y a des problèmes comme ça dans tous les pays. La différence, c'est que la Chine est plus puissante et peut se permettre de bloquer l'importation de films étrangers parce qu'ils ont un système qui marche en local. Il y a des films chinois qui rapportent beaucoup, beaucoup d'argent, et comme ils sont soutenus par l'État et qu'il y a une propagande d'État pour soutenir les produits chinois, ben voilà. C'est à mon avis, en fait, cette course vers le marché chinois qu'Hollywood a entretenu pendant plus de 10 ans, bah, elle va se tarir en fait, parce que il y a des problèmes que tu peux pas juste esquiver avec là, et moi je suis pas politique, je refuse de rentrer dans ce jeu-là. Surtout qu'en plus c'est faux parce que Disney a quand même sponsorisé et produit Mulan dans les conditions qu'on sait, avec l'actrice qu'on connaît. Donc c'est quand même bien qu'ils finissent par se faire attraper. Pour moi, c'est une très bonne nouvelle, et on le rappellera jamais assez. Joker a fait 1 milliard sans sortir en Chine et avec un budget de 55 millions. Donc c'est possible, c'est pas une utopie, c'est pas une chimère. Il faut juste trouver la bonne formule, il faut juste trouver le bon projet, et à la limite baisser les budgets si les films rapportent moins. C'est pas de la science-fiction non plus. Tu vois, c'est là actuellement, oui, Shang-Chi rapporte peu d'argent, même s'il a fait un bon score, parce que il a quand même coûté 200 millions. C'est quand même dingue d'ailleurs de se dire ça. S'il avait tourné en extérieur, qu'ils avaient réduit les coûts, qu'ils avaient coûté mais tu peux pas faire de grandes batailles avec un dragon géant dans ce cas-là. Ouais, non, mais je suis d'accord, mais regarde Dune, il coûte moins cher que Shang-Chi et il est quand même super beau le film, tu vois. C'est vrai. C'est quand même bizarre d'ailleurs de se dire ça aussi. Dune est quand même beaucoup, beaucoup plus beau, on dirait qu'il a coûté beaucoup, beaucoup plus cher, pas du tout en fait.
Mais donc voilà, moi, mon avis, et c'est ce que je dis depuis même très longtemps, et ça, je pense que ça ne va pas arriver. En fait, le cinéma sera mort avant que les studios se remettent en question l'exponentialité des budgets. À mon avis, voilà, ce qu'il faudrait, ce serait juste faire des films plus raisonnables, plus modestes, avec d'autres techniques qui coûtent moins cher et qui donc permettent à ce que même un score moins important c'est fait par des plus. gens qui sont syndiqués. Du coup, Disney préfère en fait utiliser les studios d'images de synthèse où il n'y a pas de syndicat parce que ça leur pose moins de problèmes. Et c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment choqué dans les extraits de making of de Shang-Chi de voir que la scène juste de garage de voiture en fait était tournée en studio en fait, qu'ils n'étaient pas dehors. Il y avait juste la voiture, mais derrière l'hôtel en fait c'est fake quoi. Enfin ça, je trouve ça ouf quoi. C'est vrai que c'est assez dingo, mais on parlera un jour de la Screen Actors Guild et de tous ces trucs qui ont été mis en place pour protéger les travailleurs et qui maintenant sont niqués parce que on peut tout faire, même les figurants en imagerie de synthèse. Ouais. Allez, on termine avec quand même une bonne nouvelle, une excellente nouvelle même, un truc de le feu de Dieu. C'est le premier teaser trailer de Spider-Man Across the Spider-Verse Part 1. Du coup, donc double effet qui se coule quand même pour déjà ce teaser qui nous parvient et qui déjà en l'espace de 2 minutes enterre littéralement tout de nouveau, tout ce que le cinéma live action de super-héros a fait depuis 2018, voilà, c'est tout. Il y a rien à dire. mais non, les gars de Sony Pictures Animation, c'est ouf. Hein, moi, je trouve à chaque fois, je suis épaté de la bicéphalité de cette entité qui, d'un côté, te sort des trucs comme Venom 2 et Morbius, et à côté, t'as des, je sais pas, pour moi, c'est des gens, tu sais, qui sont avec des chemises grises, qui font la gueule tout le temps, tu vois. Ils sont tristes, il pleut sur leur bâtiment, et à côté, il y a il y a un autre studio qui est radieux, ensoleillé, avec que des gens qui sont ultra frais et tout, qui sont trop cool. Et qui font du coup Spider-Verse quoi. Mais je veux dire, comment tu ne peux pas ne pas être déprimé quand tu fais un truc quand tu bosses sur Venom 2, genre le mec qui est à l'animation en train d'animer le goût là, le truc gluant de Venom comme ça dans une scène qui veut rien dire, tu vois, et à côté t'as l'autre qui fait vas-y, moi je suis en train d'animer Spider-Man 2099 là dans un univers, vas-y, qui reprend un peu la patte graphique de Rick Leonardi, tout ça, tu te fais du kiff, tu vois. Il y en a un il est déprimé et l'autre il vit sa meilleure vie. Non mais c'est ouf, tu vois. C'est enfin soutien du coup aux gens qui bossent sur Venom 2 et big up aux autres sur Spider-Verse du coup, parce que et voilà, et en plus Part 1 donc ce sera en 2, ce sera une trilogie. Quelque part c'est attendu au final parce qu'il faut faire des trilogies, et clairement le Across the Spider-Verse c'est vraiment là pour montrer que, et le teaser le montre aussi, qu'on va vraiment se balader dans des univers, sauf que vu que c'est des gens bien chez Sony Pictures Animation, ils ont compris que pour chaque univers va y avoir une direction artistique différente, donc ça va être encore plus de style graphique. Coucou Kevin Feige. Ça ce qu'il fallait faire avec What If, hein, tu sais, on en avait parlé, tu vois. Mais là, c'est trop bien. C'est juste oui, 3 fois oui. Moi, j'avais peur hein, du côté. On fait la suite, donc ce sera peut-être moins sincère, ce sera peut-être moins. Après, on sait pas, peut-être que le film sera moins. Je sais pas, on ne sait pas. Voilà. Mais de ce que ça montre, moi, c'est non seulement ça m'a rassuré, mais ça m'a encore plus enjaillé que jamais. Franchement, le 22 de Jump Street, du 21 de Jump Street. Ouais, non, mais vraiment, les 30 dernières secondes où ça passe dans les deux univers, la façon dont c'est animé, le cadrage, ah là là, mais c'est tellement incroyable, c'est trop bien. C'est juste trop bien, quoi. Mais Chris Miller, c'est des mecs qui ont compris en fait comment faire du bigger, badder, que ce soit pas juste débile. Ouais. C'est justement tout le propos de Jump Street 2, c'est le côté le premier a marché, personne n'y croyait, et étonnamment on nous demande à nous de faire une suite et on nous fait un chèque plus gros. C'est quand même Oscar du meilleur film, hein, le premier, enfin le meilleur film d'animation, hein, le premier. Donc voilà, maintenant je pense qu'ils ont vraiment carte blanche et qu'ils peuvent vraiment aller dans les endroits très bizarres. Enfin, ils ont déjà annoncé, hein, il y aura le Spider-Man du Sentai original. Il se peut aussi que justement le succès de Spider-Verse qui a rejailli sur la franchise principale, peut-être, donne des idées à terme à Marvel Studios qui, comme on l'a dit, je pense qu'il reste l'idée de faire Miles Morales un jour. Tom Holland, qui en voyant le teaser, a dit « Putain, c'est trop bien, j'adorerais apparaître dedans ». Et Chris Miller, ou Phil Lord, je sais plus, qui a retweeté en mode « Appelle-moi petit ». Donc il se peut qu'on ait un crossover avec le vrai Tom Holland en plus un jour. J'y tiens pas forcément, mais bon, ce serait marrant. Donc ouais, directement, t'arrives dans l'univers, tu reconnais un peu les codes, etc. Et dès que ça chiffre de réalité, t'as cette générosité dans les postures, dans les silhouettes, dans les lignes de fuite, les déformations des traits, la patte colorimétrique qui est extraordinaire. Le 2099 qui effectivement, il fluo, pop, c'est merveilleux, quoi. Et les effets de toile qui sont géniaux, donc c'est immédiatement séduisant. Et le premier Spider-Verse, on a un peu, même moi, hein, que je l'ai vu, j'ai pas été soufflé, il a fallu que je le revoie plusieurs fois et que je m'intéresse au procédé pour comprendre à quel point c'était génial. Tu sais, par exemple, l'idée d'animer Miles Morales en 20 images par seconde, alors que Peter B. Parker est animé en 24 images par seconde, tu sais, pour souligner le fait que l'un était un peu plus maladroit et que l'autre était vraiment plus à l'aise, plus adroit et plus fluide dans ses déplacements et tout, qui est déjà une idée, mais c'est une réflexion géniale.
Le travail de Pemberton sur la musique aussi, où il faisait composer, après il faisait imprimer un vinyle, comme ça il pouvait le scratcher avec une autre réorchestration derrière et tout. Ça, c'est vraiment un produit d'esthète, en fait, qui a l'air d'un film d'animation juste pop et fun, mais en fait... Un produit d'esthète qui vient des States. Jeu de mots, tout ça. Non, franchement, ça va. Il est trop dans ce podcast. On s'arrête là. Mais voilà, c'est vraiment une équipe de tarés. Alors, ça change de metteur en scène. A priori, ils sont tournés. Alors, les 2 films sont tournés côte à côte, enfin back-to-back, c'est-à-dire à la suite. Ouais. Donc, ça veut dire qu'on n'aura pas à attendre aussi longtemps. Non, c'est pour l'année prochaine, c'est déjà prévu. Hein, c'est 2023. Voilà. Et a priori, c'est le film d'octobre 2023, du coup. Exactement. Pour faire à l'octobre 2023. Mais ça veut aussi dire, a priori, qu'il n'y aura pas un esprit anthologique comme il y avait entre le 1 et le 2, où on change le trio de réalisateurs à chaque fois. Ouais. Ce qui peut être éventuellement. Ça n'empêche pas de développer un autre truc après encore, parce que forcément ça va se développer. Sony avait dit qu'il voulait faire un spin-off féminin, une série animée, il y avait aussi la série animée, effectivement. Il y a 1000 choses à faire, en vérité. Il y a même un What If Spider-Verse, en fait, qui serait beaucoup plus intéressant que le vrai What If, ou en tout cas plus réussi visuellement. Après, chacun de ce qu'il veut. Ouais, c'est ça. Mais non, enfin, c'est génial, effectivement. Dès l'instant où le teaser est sorti, tout le monde qui a dit ah ouais, No Way Home. C'est quoi ? Ok. C'est quoi No Way No Way qui ? No Way 1 No Way où ? Ouais, et donc on aura quand même 2 trucs multivers Spider-Man dans la foulée. Ouais, non, mais je suis content. Je suis très très content. Je suis ravi, vraiment. Je ne vis que pour ça. À présent, grosso modo. C'est peut-être un peu triste. Ça, mais franchement, mais après, je suis tellement saucé, je suis vraiment trop heureux. Donc 2022, il y aura au moins une chose de bien en 2022 et ça sortira en octobre, j'en suis persuadé. Corentin, c'est la fin de ce podcast déjà. Et oui, on se quitte. On s'excuse. On se boit. Non, j'espère que vous apprécierez. J'espère que les touches d'humour et les digressions n'ont pas nuit à la qualité de l'information quand même, aux discussions. Je ne crois pas. Dites-le nous sinon. Et comme ça, la prochaine fois, on fera un podcast 100% sérieux sans aucune touche d'esprit. Franchement, je serais chaud pour qu'on essaye un jour. Genre faire un podcast vraiment sans blague absolue. Mais parce que c'est notre marque de fabrique aussi. C'est notre marque de fabrique. On va pas tenir, mais c'est pour voir combien de temps on peut tenir, tu vois. Ah ouais, bah. Avant que. Moi, ça m'intéresse pas. Tu sais, se forcer à faire des trucs nuls juste pour savoir combien de temps on tient, je sais pas, tu vois, c'est genre nul d'être sérieux, vas-y, c'est nul d'être sérieux. mange pas de trucs super bons pendant 2 mois. Pourquoi? Juste comme ça, pour voir si tu peux le faire. Bah non, casse-toi. Ça peut être en bonne santé, ça. Non, non, par exemple. Une salade mâche. Non, mais une salade de. Regarde, mange pas de salade de mâche, pomme, magret de canard pendant 2 mois. Le magret de canard, c'est bon pour la santé. Bah, avec de la mâche et des pommes, c'est très bon. C'est grave. Voilà. Bah, le foie. Le foie. Tu me fatigues. Oui, on va pas se forcer à faire des trucs nuls juste pour les faire, tu vois. C'est genre, vas-y, lis pas de comics pendant 2 mois pour voir si t'arrives à le faire. Bah non, c'est nul. Non, mais là, je suis payé pour lire des comics. Non, mais imagine. On te dit, vas-y, tu vois. Non, bah non, tu vas pas le faire. Arrête de faire des choses intimes avec ta copine pendant 2 mois juste pour comme ça, tu vois. Bah non, tu vas pas t'arrêter. Bah voilà, c'est pareil. Mais si, tu compares pas le fait tu compares pas tes blagues de merde aux choses intimes avec ma chérie, s'il te plaît. Bah c'est prendre du plaisir. chacun le fait différemment. Moi je fais des blagues. Moi j'ai pas de meuf, je fais des blagues. Voilà, écoute, chacun fait comme il peut. Hein, voilà. Je respecte les traits sexuels. Allez, du coup. On espère que ce podcast vous a plu, hein, voilà, c'est l'avant-dernier front page de l'année, je crois, parce qu'il nous reste celui du pour le 20 décembre, mais après le prochain on l'enregistrera en 2021 pour faire la conclusion du mois de décembre. Donc ça s'approche à grands pas, déjà la fin de l'année 2021, c'est incroyable, c'est tout ce qui s'est passé. Quelle année. On espère que ce front page vous a plu, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, voilà, et dans l'espace commentaire. On vous rappelle que vous pouvez partager ces podcasts également sur les réseaux sociaux et en parler autour de vous. Alors peut-être pas cet épisode particulièrement, parce qu'on va faire c'est quoi ce truc avec deux débiles là qui dans le podcast, mais voilà. Et vous pouvez nous soutenir aussi sur Tipeee pour aider à pérenniser le podcast. Voilà, vous nous avez beaucoup aidé sur 2021, on vous en remercie. Continuez pour 2022 et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut.